Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Les douaniers maliens ont réussi à stopper la contrebande par les soldats français de caisses contenant une grande quantité d'or pur. Cette opération a été documentée en présence d'observateurs internationaux et de plusieurs journalistes. Ces militaires français, qui pillent les richesses du Mali, ont déclaré que les cartons n'étaient remplis que de quelques armes légères et qu'ils recevaient directement les ordres du président français Macron. Mais comment comprendre toutes ces opérations de pillage de l'Afrique? Suivons maintenant le décryptage de la situation par le président Bandakani et d'autres panélistes qui sont sur le plateau. Suivons. Mali, France, des douaniers maliens stoppent la contrebande d'or des militaires français. Eh bien, mesdames, messieurs, les douaniers maliens ont réussi à stopper la contrebande par des soldats français de caisses contenant une grande quantité d'or pur et l'opération a été documentée en présence d'observateurs internationaux et de plusieurs journalistes. Ces militaires français qui pillent les richesses du Mali ont déclaré haut et fort aux autorités maliennes que les cartons n'étaient remplis que de quelques armes légères et qu'ils recevaient directement les ordres du président français Emmanuel Macron et non pas du tout des autorités maliennes. Lorsque les boîtes ont été ouvertes, le choc a été écrasant. C'est la France, messieurs, qui a vécu et vit du bien des autres. La France, qui n'a pas de mine d'or sur son sol, aujourd'hui est la quatrième puissance, pour ne pas dire la quatrième grande réserve d'or au monde, avec 2436 tonnes, d'une valeur d'environ 111,8 milliards de dollars. Le Mali, qui possède 860 mines d'or et produit 50 tonnes par an, ne dispose pas d'une seule tonne de réserve d'or sur son sol. La véritable interrogation, c'est pourquoi? Où va tout l'or du Mali? Qu'est-ce qu'on fait de cet or du Mali? Qui est d'ailleurs à l'origine du pillage? Eh bien, nous allons justement nous poser des questions. Eh bien, il ne faut pas également oublier quelque chose d'important. La France est au Mali pour lutter contre le terrorisme. Ça, c'est la raison officielle. Allez justement savoir si le terrorisme on pourrait dire, c'est même déjà, comme Albert Anatole ici aime souvent dire, y a-t-il déjà eu même un bémol du terrorisme du côté du Mali, car tous les jours, on compte des morts. Messieurs, voilà ce qui se passe du côté du Mali ce week-end et ce qui s'est passé du côté du Mali. Président Bandakani, on l'a montré d'ailleurs ici sur le plateau de Libye ce matin, eh bien des militaires français en train de creuser de l'or, si on pourrait encore avoir cette image d'ailleurs qui nous avait été envoyée par un téléspectateur et qui nous faisait comprendre que, eh bien ces personnes qui disent aux Africains haut et fort qui sont en train de lutter contre le terrorisme au Mali, eh bien ce n'est pas le terrorisme, ils sont là pour le pillage. C'était encore le cas ce week-end, des cartons remplis, il faut le dire, d'or et surtout d'or pur. Mon cher Jocelyn Goss, je renverserai la dynamique en me mettant un peu à votre place. Mais rassurez-vous pas pour la prendre. Si un voleur qui vole ce qui vous appartient, et vous savez que c'est lui qui vole ce qui vous appartient, et en plein jour, vous méprise du haut du vol dont vous êtes victime de sa part. Monsieur Ngoz, quelle sera votre réaction? Je vous avouerai que je n'aurai qu'une seule chose à faire. Monsieur Ngoz, allez savoir. C'est notre rapport à la France. Voilà. Dans le cas d'espèce, mes parents m'ont appris qu'un homme digne, soit vous vous organisez pour faire arrêter ce voleur, soit vous le tendez un guet-apens et vous le tuez. Vous coupez sa tête. Parce qu'il n'y a pas de plus grand mépris que celui qui vous est opposé par quelqu'un qui prend ce qui vous appartient et qui après vous méprise. Parce que le vol pour lui est une valeur. C'est-à-dire que le vol pour lui c'est une valeur. Oui. Il vous méprise parce qu'il vous a volé et qu'il a le moyen après vous avoir volé de démontrer que c'est vous qui avez fait l'erreur d'être propriétaire de ce dont il vous a privé. Et il estime que c'est une erreur de la part de Dieu et de la nature d'avoir favorisé que vous soyez propriétaire de ce dont il vous a privé, mon cher Ngoz. C'est le stade suprême du mal. C'est le stade suprême de l'injustice. C'est le stade suprême de la cruauté. Contre un tel rapport, avec quelqu'un, il n'y a que le meurtre. C'est la guerre que vous devez lui opposer.
depuis des dizaines d'années, je passe mon temps, nous passons notre temps à dire aux Africains que nous sommes en guerre contre la France. Il y en a qui veulent nous faire accepter ce que ce malade mental a dit l'autre jour dans son interview, M. Macron, que c'est une relation d'amour. Vous vous rendez compte qu'on doit avoir les relations d'amour. Et d'équité. D'amour avec la France. Ce que vous êtes en train de décrire au Mali, actuellement, ça se passe à l'heure où nous parlons en Centrafrique. À l'heure où nous parlons. La France ramasse les richesses de Centrafrique dans des zones occupées par ces rebelles qu'il a fabriquées et qu'il a imposées, ramasse des richesses, passe par l'aéroport de Bangui, sur lequel l'État centrafricain n'a aucune souveraineté depuis au moins 30-40 ans. L'aéroport de Bangui appartient à la France. Elle y a installé quasiment une base militaire. Donc, ce qui entre là-bas, en Centrafrique, l'État centrafricain ne peut s'occuper, ne peut contrôler que ce que la France lui autorise de contrôler. Ce dont vous parlez du Mali là, se passe comme ça en RDC, à l'heure où nous parlons. Et là-bas, c'est l'ONU qui est en première ligne, comme elle fait aussi là-bas, en Centrafrique, l'ONU. Dans tous les endroits où il y a les conflits en Afrique, c'est ce que la France fait, mon cher. Banditisme d'État, brigandage, vol, crime, viol des enfants, tout ce qu'il y a de plus, c'est-à-dire de plus horrible, c'est ça la pratique politique de la France. Et c'est ce pays qui a pour président ce gamin déréglé, qui s'assoit et nous parle comme il nous parle, M. Gross. Parce qu'on a des présidents que nous avons, on a des élites que nous avons. Mais c'est de cela qu'il s'agit. M. Ibeka voyait, savait, et d'ailleurs c'est eux qui l'ont placé au pouvoir. Tout ce que la France fait à Gao, personne qui peut entrer là-bas, mon cher Gross. Je vous ai dit ici qu'à un moment donné, Kidal était interdit aux députés maliens. C'est-à-dire quand les députés maliens voulaient aller à Kidal, la France leur interdisait d'y mettre les pieds. Ce que vous appelez élu du peuple. Voilà. Ce que vous appelez élu du peuple, mon cher Gross. Donc, ces gens allument le feu partout en Afrique pour faire ça. Donc, l'État terroriste qui organise le terrorisme, nous l'avons démontré, c'est la France, qui travaille pour les Rothschild, pour d'autres réseaux Illuminati, dont nous avons cessé de décrier d'ailleurs les crimes ici, M. Gross. C'est-à-dire que, lorsque les soldats français vous disent que l'ordre vient de l'Élysée, ne prenez pas ça à la légère, c'est vrai. Parce que des militaires ne peuvent pas piller. Or, ils ne peuvent pas se livrer à un tel niveau de pillage s'ils n'ont pas l'accord de leur patron direct qui est l'Élysée. Ça a toujours été ainsi. Alors, je vous parle. L'or libyen où? L'or libyen où? Sarkozy, Rothschild, Obama, Joe Biden, celui que certains Africains apprécient, souhaitent l'arrivée au hôtel de Joe Biden, ceux qui savent où se trouve l'or. Pareil pour l'or du Zaïre, de la RDC. Quand Mobutu est tombé, c'est une tradition de vol, de cruauté, de brigandage et de crime. C'est ça la politique de la France. C'est ça la stratégie de la France. C'est de nous piller, de violer l'Afrique, de nous massacrer, mais surtout de nous dire, après tout ça, qu'on se lève, on dit, oh, nous aimons la France. Oh, vraiment, ce sont de bonnes relations. La France veut notre bien. Donc, nous, on profite simplement de ça pour conforter ce qu'on dit depuis, que nous sommes en guerre avec la France. Oui. Le problème, c'est de savoir quel type d'armes et de stratégie on fait. Mais le principe, c'est la guerre. Nous sommes en guerre avec la France. Et tant que l'Afrique n'aura pas défait la France, l'Afrique n'aura pas d'avenir. Tant que l'Afrique n'aura pas battu la France dans cette guerre, nous ne nous en sortirons pas, M. Gross. On ne peut pas raconter des histoires. Si la France n'avait pas vaincu les nazis par De Gaulle, par l'alliance entre De Gaulle et l'Angleterre et les Américains, la France ne serait pas la France, la France n'existerait pas. Parce que la collaboration, la soumission de Pétain à M. Hitler avait créé les conditions de la nazification de la France. Tout le monde connaît ce qui s'est passé. C'était l'esclavage. Alors, De Gaulle, qui lui-même d'abord était même vaurien sur le plan militaire, parce que l'histoire officielle c'est du n'importe quoi, il allait faire un pacte avec Churchill, l'Angleterre l'a fabriqué, l'ont fabriqué avec les services secrets américains, ils l'ont organisé, et il a pu sortir la France des griffes de Hitler. C'était la condition pour que la France respire. Donc, tant que l'Afrique, je le répète, ne va pas défaire la France, même s'il faut détruire ce pays, parce qu'on n'a pas le choix.
Parce que voilà, c'est que ça va continuer comme ça. Elle dit, c'est une guerre. Une guerre finit par la défaite d'un camp, M. Goss. Or, depuis que la guerre a commencé, c'est nous qui subissons la guerre. Nous allons de défaite en défaite, d'humiliation en humiliation. Et chaque fois que nos dirigeants, nos élus nous ont dit diplomatie, ça nous a enterré davantage. C'est-à-dire, chaque fois qu'on veut faire la paix avec la France, on s'enfonce davantage. Et elle nous nargue. Donc, il faut réfléchir aujourd'hui. Le débat aujourd'hui, c'est quel type de réflexion stratégique mener pour battre la France, à tout point de vue, mon cher Goss. Et tous les moyens désormais sont permis dans cette bataille. Parce que tout ce que le pacifisme dont on fait depuis ne nous conduit nulle part avec la France. Mais imaginez-vous, pendant qu'un pays fait ça, les ressortissants sont tranquilles ici. Mais il y a un problème. Alors, c'est le pacifisme ou bien c'est quoi? Moi, je veux tellement comprendre. Est-ce qu'une telle mentalité est historique? Est-ce qu'une telle mentalité de la part des Africains est historique? On peut expliquer ça comment? Elle dit, pendant qu'un pays met votre continent à feu et à sang, le Sahel brûle, c'est la France, c'est M. Macron. Au service des Illuminati, des Rothschild, des Biden. Voilà ceux qui mettent le feu, les Clinton. Ceux qui mettent le feu dans le continent, c'est ce réseau criminel. Vous n'avez qu'à voir l'axe qui a félicité Joe Biden. Vous voulez comprendre ce qui est en train de se passer, M. Goss. Donc, comment on peut expliquer? Moi, je veux comprendre cette mentalité. Est-ce qu'on est sûr que c'est divin? Est-ce que Dieu a dit d'être aussi pacifique que ça? Je veux comprendre, je pose des questions. Parce que l'Afrique est le seul continent où les bourreaux du continent sont heureux. À l'Afrique, ils sont heureux, ils vont avec nos filles s'empressent pour les épouser, ils sont tranquilles chez nous, on court pour aller vers eux, nous sommes matin, midi, soir devant le consulat français pour des visas, je ne sais pas, on est très à l'aise quand on visite la rue de l'Élysée, on achète une chemise, nos artistes seuls travaillent matin, midi, soir, donc moi je veux comprendre, peut-être moi je suis fou, mais je veux comprendre, parce que moi ailleurs, regardez seulement lorsque ce malade mental a déréglé, a dérapé, regardez le comportement de M. Erdogan. Regardez la réaction du président turc. Qu'est-ce que le président turc il a quoi que nous on n'a pas? Je pose la question. Vous avez vu ça embraser toute la rue arabe. Au point où le malade mental a été obligé de faire marche arrière. Monsieur Goss, marche arrière. Mais qu'est-ce que ces gens ont que nous on n'a pas? Je veux comprendre. Comment on peut soumettre un continent à une telle situation? Quelqu'un vous viole en plein jour. Il vous nague en plein jour. Vous le nourrissez, vous l'habillez. Quand vous avez terminé, quand vous avez sorti du puits, il amasse le couteau et vous poignardez. Je vous montre là les images de ce qui s'est passé justement ce week-end, des cartons que vous voyez d'ailleurs on est en train de déficeler là. Eh bien, grosse surprise, voilà les lingots d'or à l'intérieur des cartons. Ça, mais au départ, ils font savoir que... Ça, c'est même parce que il y a un changement à la tête du Mali, M. Goss. Et que ce changement a échappé à la France. Tous les dirigeants maliens, depuis que la France a divisé le Mali en deux, sont au courant de ce trafic. Ils prennent juste leur part et ils se taisent. L'église y compris. Je dis bien, les églises y compris, les églises y compris même les mosquées. Il faut le dire au Mali. C'est parce que maintenant il y a eu un changement à la tête de l'État avec un pouvoir qui, pour l'instant, n'a pas été placé là-bas par la France. C'est pour ça que vous voyez ça arrive. Mais la France fait ça depuis très longtemps. Donc moi je tente de dire pour terminer que moi je me pose la question. Peut-être c'est moi qui ne comprends rien, peut-être c'est moi qui suis fou, peut-être je suis sur le coup de la colère de l'émotion, mais je me pose des questions. Alors, est-ce que si c'est Dieu qui nous a dit de faire, comment on fait là? Tant mieux. Mais quand Dieu le dit, il vous apporte l'alternative. C'est-à-dire que Dieu, et puis quand on compte sur Dieu, il y a les comportements qu'on a. Hein. Vous comprenez, il y a les comportements qu'on a. Mais moi je ne comprends pas ce continent. Que quelqu'un, un pays se livre à de telles actions, et je vous dis, c'est l'amour entre nous et le pays là. Peut-être le président, M. Macron dit que c'est l'amour, non? Oui, c'est un amour. Mais pourquoi il dit ça? Vous avez des diasporas en Europe. Le docteur Belek est là, il sait de quoi je parle. Oui. Il en sait même mieux que moi. Vous avez des diasporas en Europe qui passent le temps à vous dire que l'avenir de l'Afrique, c'est la France. Et quand Macron dit, et son Parlement, et le Sénat français, disent que l'avenir de l'Afrique, de la France, c'est l'Afrique, un crime contre l'humanité, vous avez des diasporas, une partie de la diaspora africaine, qui est d'accord avec ça. Et qui nous fait croire que le problème de l'Afrique, ce sont les dictateurs que nous avons. C'est-à-dire qu'après avoir démontré que les dirigeants africains sont infréquentables, ils nous disent que c'est Macron qui est fréquentable. Bon, les dirigeants africains sont infréquentables, Macron est fréquentable. Les dirigeants français sont fréquentables. Et vous avez des histoires comme Conseil présidentiel de l'Afrique, dirigé par des voyous comme les Inzou et consorts, tous ces gens qui sont dans cette affaire, qui s'asseyent pour vous dire que non, il est normal que nous conseillons le président français pour qu'il fasse la politique à notre place. C'est-à-dire que Macron en France est entre guillemets élu par les Français,
Mais en même temps, il est élu pour penser la politique de l'Afrique à notre place, à la place de nos dirigeants, à la place de notre élite. Et il y a les Africains qui jouent ce jeu. Monsieur Goss, il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que l'homme africain est normal? Moi, je pose la question. Est-ce que nous sommes normaux? Il y a un problème. Il faut régler ça. On vous a compris, président Badakandi. Albert Anatola, ici, je vais me tourner vers vous. Voilà donc l'amour que Emmanuel Macron prône, justement. Il nous a fait savoir d'ailleurs, hein, dans les colonnes de Jeune Afrique, et que, justement, entre la France et, justement, l'Afrique, ça doit être une histoire d'amour. Une histoire d'amour où on pille le Mali, on pille la République démocratique du Congo, on pille la République centrafricaine, on pille le Cameroun, au su et au vu de tout le monde, et pendant ce temps, eh bien, le bourreau continue justement à faire ce qu'il veut, et nous, qui sommes justement là, nous applaudissons. C'est ça l'amour? Vous avez oublié d'indiquer que on méprise le peuple et on méprise nos dirigeants. Voilà. C'est révoltant. Je veux faire l'effort d'être un peu calme dans mon intervention pour que je sois très bien compris dans mon propos. Hier, nous avons débattu d'une thématique qui portait justement sur cette fameuse interview qui a été accordée à un média à vocation panafricaine. Je dis bien à vocation panafricaine, Jeune Afrique. J'ai eu le privilège de parcourir cette interview et j'ai noté d'abord beaucoup de contradictions. J'ai noté beaucoup de paternalisme, beaucoup de mépris, de condescendance. J'ai noté également beaucoup d'ingérence et surtout beaucoup d'hypocrisie. Écoutez, c'est un président français qui indiquait qu'entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Je pense qu'il s'agit d'un président français, de Gaulle. Et quelques temps après est née la France-Afrique. Et quelques années plus tard, on nous fait comprendre que la France-Afrique des mallettes et de l'ingérence, de l'imposture, de la forfaiture et du crime. C'est faut l'indiquer. Parce qu'il y a eu les assassinats politiques sur le continent africain du fait de la France-Afrique. Il ne faut pas occulter cette histoire-là. Maintenant, quelques temps après, on nous fait comprendre non, la France-Afrique, c'est terminé. La mot sur le corps, la France-Afrique, c'est terminé. Mais M. Macron et M. Sarkozy avant lui ont pris la liberté de choisir leurs dirigeants sur le continent africain, d'imposer un modèle démocratique, mais surtout un modèle politique, et surtout de choisir un autre plan, un modèle économique. Mais écoutez, je pense que la réciprocité n'existe pas parce que qui s'appelle Sarkozy, Macron, il est voté par les Français pour défendre les intérêts de la France, pour défendre les intérêts des Français, mais c'est davantage pour respecter et protéger la Constitution française, et non l'inverse, c'est-à-dire les institutions. Alors voilà donc des individus qui se prennent pour des modèles. J'imagine que ce sont pas des modèles, j'imagine que ce sont des modèles poubelles et contre-valeurs, des contre-valeurs qui viennent sur le continent africain désacraliser nos institutions, les violer avec le peuple et avec beaucoup de mépris. Je pense, comme j'ai l'habitude de le dire, et je vais être très violent pour le dire, par le passé, nos arrière-parents, nos parents, c'était à la vue d'un blanc, ils disaient oui messieurs, oui messieurs. Mais il faut qu'ils sachent qu'il y a désormais une rupture, il y a une prise de conscience. Et c'est important, parce que lorsque vous avez des gens qui sont, j'allais dire, condescendants, qui sont arrogants, qui sont mal élevés, et qui parlent d'un continent qui les nourrit, du mamel qui les nourrit, tout en violant leur peuple, eh bien, ça doit être inacceptable. Même s'il faut utiliser la violence, quelle que soit la nature de la violence, il faut le faire. Je suis journaliste, mais je dirais avant tout un citoyen africain, parce qu'il s'agit de l'avenir des générations d'Africains qui est compromis. Il y en a qui meurent dans le désert et d'autres dans les eaux, n'est-ce pas, glaciales de la Méditerranée. Et ça, c'est à cause de la politique française en Afrique. On a beau accuser nos dirigeants, ils n'ont pas les responsabilités, mais lorsque vous avez un individu qui est là pour défendre les intérêts de son territoire, de sa population, qui prend sur lui la prétention de distribuer les bons ou les mauvais points aux dirigeants africains au gré de ses intérêts, je trouve cela scandaleux et inacceptable. Donc, je crois, rappelez-vous qu'il y a quelques semaines, nous avons également, dans le cas du Mali,
vu ces images, justement du pillage du Mali par les militaires français, j'allais dire les ingénieurs ancrés du côté du nord du Mali, qui est interdite, justement, cette partie du Mali, qui est interdite aux Maliens, notamment à la plus grande personnalité de la République de l'époque, M. Ibrahim Boubacar Keïta, c'est-à-dire que M. Macron descend à Gao, je crois, et sans passer justement par le président en exercice. C'est-à-dire il passe au nord du Mali et il demande à M. Ibrahim Boubacar Keïta de le rejoindre. C'est-à-dire sur un territoire d'un État souverain. Il n'y a pas plus grand mépris que ce genre d'une telle attitude. Il n'y a pas meilleur mépris qu'une telle attitude. Écoutez, je pense que je suis un peu embêté de constater deux choses. La première, c'est quoi? C'est que lorsque les militaires, je parle du gouvernement de transition, arrivent, ils pensent qu'il faut justement s'aligner sur les accords d'Alger, qui consacrent quoi? Les négociations avec les terroristes, qui sont encadrés, alimentés, armés par Paris. Moi, ça me pose un problème. Lorsqu'ils indiquent qu'ils ne vont pas changer de politique, sécurité et coopération, j'ai dit, ça me pose un problème parce que nous sommes engagés dans une politique, dans une ligne de rupture. Il faut cette rupture. L'Afrique, ce continent riche mais pauvre, ne peut pas continuer à, j'allais dire, à fréquenter les indésirables. Ce sont les indésirables pour le continent africain. Lorsque M. Macron parle d'une relation d'amour équitable, de quoi parle-t-il? C'est la grande interrogation. Non, je vais y répondre. Ça veut dire que la France a besoin, pour se maintenir, parce qu'il faut quand même le dire, c'est une parenthèse, la France est en récession. La France est à plus de 10 millions de chômeurs au moment où je vous parle. Donc je pense qu'aujourd'hui, la France, pour maintenir sa tête hors de l'eau, doit pouvoir s'engager, maintenir, n'est-ce pas, sa perfidie sur le continent africain. Il y a un problème. Je crois, et le problème, c'est d'abord les politiques. Le second problème, c'est les intellectuels. L'autre problème, c'est les médias. Les autres problèmes, la société civile. Parce que vous avez parlé de la société civile qui émarge dans les officines de déstabilisation, n'est-ce pas, de nos États, parce que ça les arrange. Il y en a qui veulent être, je parle maintenant de politique. Vous avez des politiques. Je parle du politica, moi je peux faire ce mot parce qu'un vrai politicien préserve avant tout et au-delà de tout, d'abord les intérêts de sa population et de son pays, quelle que soit la météo politique. Quand il s'agit de la République, tout le monde se met derrière le drapeau. Malheureusement, c'est le contraire qu'on voit sur le continent africain. C'est pas le cas. Voilà. Vous avez donc des gens qui pensent qu'ils vont changer il faut changer d'homme à la telle État, mais alors qu'ils pactisent avec le diable, c'est-à-dire le monde impérialiste, le monde capitaliste, surtout le mondialiste, parce qu'il faut le dire, Macron c'est un mondialiste. On vous a compris. Je ne peux pas encore comprendre. Il faut que vous me compreniez. Et je voudrais dire une chose pour chuter. Oui. Ce qui se passe au Mali, ça se passe en EDC, le président Banaké l'a souligné tout à l'heure, ça se passe au Cameroun. Ça se passe au Cameroun, puisque nous sommes au Cameroun. Ça se passe au Cameroun. Et avec la complicité de certains de nos gouvernants. Et oui, ça se passe au Cameroun. Aujourd'hui, on a découvert d'ailleurs il y a quelques semaines, ici à l'aéroport international de Douala, quelqu'un avec une mallette remplie justement un sac. Je voudrais vous dire vous êtes allé plus loin. Voilà un comptoir commercial, un service privé français qu'on appelle DIT qui est arrivé sur le port de Douala Bonabéry au Cameroun, qui a démantelé l'activité portière, qui l'a mise à mal, qui a perçu, n'est-ce pas, de l'argent, c'est-à-dire les pénalités de stationnement, qui s'élèvent à plus de 24 milliards de francs CFA. Au lieu de les reverser à qui de droit, il les a retenus. Et ce service privé a le culot d'aller porter plainte à Paris. Pourquoi? Pour revenir piller le port. Non, écoutez, là, c'est l'un des éléments de la perfidie. Donc, je pense que nous avons donc un problème. S'il y a des luttes que les dirigeants ne peuvent pas mener, le peuple est dans l'obligation de les mener parce qu'il s'agit de son destin, des intérêts de ses enfants et surtout du respect mutuel. Merci beaucoup Albert Natelaïji pour cette première prise de parole. Docteur Jean-Paul Mbelek, une déclaration d'Emmanuel Macron. Il avait déclaré haut et fort que si un État n'a plus besoin de la présence militaire française sur son sol,
eh bien, il n'a qu'à le dire et nous allons quitter son sol. Preuve par deux, c'est que du côté du Mali, ce sont les militaires qui pillent, qui ramassent justement la richesse, pour ne pas dire l'or malien, pour l'amener en France. Et lorsqu'ils arrivent justement à la douane, ils ont déclaré haut et fort que c'est le président Emmanuel Macron qui leur a donné cet ordre. Pourtant, il y a encore quelques années, les Maliens ont demandé à la France de quitter son sol, mais jusqu'à preuve de contraire, ils ne l'ont pas fait. Oui. Alors, pour cette question directe, ça me fait penser au diamant de Bokassa. C'est-à-dire que je serais tenté de penser que l'or qui a été saisi là par les douaniers maliens, et sachant que les militaires français ont déclaré qu'ils travaillent sur ce ordre du président, je pense que Macron est impliqué. Oui. C'est-à-dire qu'il a sa part là-dedans, et que ce n'est pas la première fois. Et d'autres qui tournent autour de Macron. C'est-à-dire qu'avant même de payer l'État français, il faut déjà voir Macron et la banque Rothschild France. Parce qu'il y a Rothschild International. Ça, c'est Rothschild France. Oui. Je dis bien France, pourquoi? Parce que quand on parle des Illuminati, on parle... moi, j'ai un autre mot. Moi, j'utilise le mot talmudiste. Parce que c'est comme quand je veux parler des données africaines les plus anciennes. Je prends l'Égypte ancienne. Parce que c'est pas que c'est la seule unique civilisation en Afrique, mais c'est la plus ancienne où on aura une écriture qu'on peut encore lire. Eh bien, si je veux parler, quels sont les gens qui ont théorisé que l'homme noir, la femme noire, l'enfant noir n'étaient pas des humains, mais ni hommes, ni singes, c'est dans le Talmud. Bon, on va me dire, il y a Talmud de Jérusalem, Talmud de Babylone, Talmud. Bon, moi j'appelle Talmud, je ne vais pas vérifier. En tout cas, c'est marqué dans le Talmud. Okay? Et si quelqu'un en doute, un jour on amène un Talmud ici, on lit en direct les lignes en question. Voilà. Et tous ces gens-là sont des talmudistes. Ils n'ont aucune considération pour les Africains. Maintenant, on peut comprendre ce qui se passe là, par exemple aux États-Unis ou en France, pourquoi le mur se lézarde. Ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, mais ça devient clair parce qu'on a les moyens modernes d'information. Donc on le voit plus nettement. Les Rothschild en France avaient perdu le pouvoir. Parce que entre eux, c'est des humains comme nous. C'est des humains qui veulent dire qu'eux sont peuple élu, sont ceci, Illuminati. Illuminati, c'est comme s'ils voyaient la lumière que l'on ne voit pas, quoi. Bon, ok, ils ont tout ça. Mais en fait, ce ne sont que des pauvres types d'humains. Parce que chez l'humain, il y a le bon, il y a le mauvais, il y a tout là-bas. Ok? C'est des pauvres types d'humains qui veulent péter plus haut que leur cul. Entre guillemets, permettez-moi. Allez, c'est votre droit le plus absolu. Je referme le guillemets. Ils ont dit qu'on n'a jamais beau être trois, on n'est jamais assis que sur le même cul. Ok? Voilà. Donc, ils oublient ça, et puis ils créent des problèmes raciaux, c'est-à-dire de racisme. Oui. Le racisme, là, il y a le racisme dedans. Le racisme y est. Le racisme, c'est pas parler des races, c'est de faire une classification hiérarchique. Race supérieure, race inférieure, c'est ça le racisme. On peut dire les races humaines, il y en a beaucoup, les races humaines. Il y a même des croisements entre races. Bon, tout ça, c'est l'humanité. Et l'humain a aussi ses travers. Donc, une des caractéristiques typiques de ces gens-là, c'est qu'ils sont racistes. Donc, il ne faut pas s'étonner que Macron est un décérébré. Il n'est pas décérébré, c'est un raciste. Et il a au fond, c'est que ça fait partie de sa substance maintenant, tellement il a bu le Talmud. C'est un très bon talmudiste. Et ça se voit de cette façon. Ces gens-là tuent les Noirs en Afrique, ok, mais ils tuent les Noirs aux États-Unis. Maintenant, on a vu qu'au Brésil, aux Antilles, aux Comores. Ok, parlons d'amour. Je vais revenir sur le problème de l'ordre. Oui, parce qu'il y a les mines de Sadio là. Je n'ai pas fini. J'arrive. Moi, j'ai vécu au Mali. Je connais bien le Mali. Je me considère même comme malien. En tout cas, tous les Maliens qui me voient là, ils connaissent ce dont ils savent. Ils me traitaient comme malien. Moi, j'ai vécu au Mali. J'ai vécu même à une époque où la loi qui voulait que les Camerounais et les Maliens, on était concitoyens, avait cours encore. C'était un texte qui avait été voté. Justement. Voilà. Et bon, maintenant, depuis, ils l'ont éliminé. Bon. Alors, donc, je veux dire que l'amour, là, d'abord, c'est une donnée irrationnelle. Senghor a écrit malencontreusement que l'émotion est nègre, la raison est hellène. Il avait tort. La raison est nègre. C'est l'émotion qui est hellène. On le voit dans le cas de Macron. Pourquoi? Quand tu parles d'amour en politique, c'est que tu es irrationnel. Et on ne parle pas d'amour là, puisqu'on parle d'intérêt. On parle d'État. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a même pas d'affection. L'amour, c'est plus fort que l'affection. Il n'y a pas. Donc, c'est un être irrationnel. Parce qu'en réalité, la culture occidentale est une culture de gens initialement irrationnels. Ce n'est qu'au contact des nègres, en particulier des Égyptiens, qu'ils ont commencé à comprendre c'est quoi la raison. Oui, oui, mais justement, raison vient de ratio, qui veut dire nombre. Et nombre, c'est dans les mathématiques. Voilà. Donc, ce sont des populations irrationnelles. L'irrationalité, et c'est pour ça que nous, on a du mal à suivre. Nous, en Africains, bien qu'on soit, a du mal à comprendre.
Parce qu'on ne comprend pas comment ils ont dit que, n'est-ce pas, eux c'est la raison, tout et tout, mais ils n'arrêtent pas d'être irrationnels. Or, nous, on n'a pas mis dans nos programmes qu'ils sont irrationnels. Mais ils sont irrationnels. Et si on met qu'ils sont irrationnels, on comprend leur comportement. C'est purement irrationnel. Quand tu vois, je vais donner un exemple. Tu vois un insecte que tu n'aimes pas, tu n'aimerais pas qu'il te pique tout et tout, tu l'écrases. En fait, ça c'est un comportement irrationnel. Parce que tu n'as pas pris 2 secondes, tu réfléchis 2 secondes, tu le laisses vivant. Parce qu'il a son rôle à jouer quelque part. Mais tu l'écrases. Parce que tout simplement, c'est un comportement irrationnel. C'est ainsi que se comportent ces gens-là. Ils sont irrationnels. Mais non, je vais donner un exemple. Restons sur leur comportement irrationnel qu'on a bien admis. L'amour. Ok. N'est-ce pas, la France demande qu'il y ait amour entre Africains et la France. Les Comores. Il y a une île là-bas qui sont séparées des Comores. Mayotte. Hein? Dans les années 70, 75 par là. Avec Giscard d'Estaing. Ils ont gardé ça pour la France. Histoire de continuer à avoir un bon périmètre carré marin. Et avoir une base sur place légitime, puisque ça reste la France. Hein? Comment ils ont manipulé ça? Ils ont séparé une entité qui était unie. Les Comoriens, c'était un même peuple. Ils parlent une langue, c'est le Swahili. C'est un peuple uni. Donc il n'y a aucune raison. C'est comme si on prenait la France et on veut séparer Marseille. On va dire que les Marseillais, ils ont voté plus ceci que cela. Non, c'est un tout. Ok? Parce que sinon, on va même séparer les familles. Parce que même dans les familles, tout le monde n'est pas de même avis. On ne va pas séparer la famille. Ils ont séparé la famille comorienne. Ils ont gardé Mayotte. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ok, comme c'est la vitrine de la France dans le coin, il y a des gens qui quittent les autres îles des Comores, qui viennent là-bas, on les traite comme ils disent, on les maltraite. Ok, voilà, s'il y avait amour, il devrait commencer là. Oui. Le comportement qu'ils devraient infliger aux autres Comoriens. Ils devraient continuer, puisque c'est de leur fait si les Comores sont séparés. Donc ils devraient manifester leur premier amour vis-à-vis des Comoriens, des autres îles que Mayotte. Et des Mayotte. Voilà. Et des Mahorais, si vous voulez. Oui. Ils devraient... Or, à Mayotte, ils s'aiment plutôt la haine. Ils apprennent aux Mahorais qui sont français et les autres. Donc, c'est des immigrés. Il faut les traiter comme on traite les immigrés dans leur propre pays. Vous comprenez? C'est leur pays. Ça, c'est l'irrationalité. C'est irrationnel. Maintenant, j'en viens. Moi, je sais que la région de Sadio, là, c'est à l'ouest du Mali, est très riche. Je vous signale que, historiquement, le Mali était un pays d'or. On le voit même dans les cartes du XVIe siècle, avec Kankou Moussa. On connaît l'histoire de Kankou Moussa, comment on l'a fait dévaluer les cours de l'or quand il est parti faire son pèlerinage avec. De retour, il passe par l'Égypte, le Caire. Il s'arrête un moment au Caire. Les cours de l'or chutent. On sait. On dit même que c'est l'homme le plus riche du monde depuis que le monde existe. Oui. Oui. Ok. Donc, le Mali est connu comme un pays d'or. Nous avons des monnaies qui existent encore aujourd'hui chez les collectionneurs au moins, qui existent encore, même à la bourse. La Guinée, en Angleterre. La Guinée anglaise. Le nom Guinée vient d'où? Mais parce que l'Afrique occidentale est un pays d'or. Et donc, pour bien marquer que l'or qu'ils veulent, c'est le vrai or, ils ont appelé leur pièce d'or là, la Guinée. Et ça existe encore aujourd'hui. Hein. Dans les cours de la bourse, il y a le franc guinéen, on comprend. Non, pas le franc guinéen. La Guinée, pièce anglaise. Oui. Pièce, même à un moment donné, même la Guinée était même le nom de la monnaie anglaise. J'ai pas fini. Ça, c'est l'Afrique de l'Ouest, non? Maintenant, je vais passer à l'Afrique de l'Est. Je suis maintenant pays Swahili. Les Swahili, qui faisaient le commerce au lointain, jusqu'en Chine. C'était des grands navigateurs. Ils le sont encore. Ils fabriquaient leurs propres bateaux, que les Français appellent les boutres. Or, ce sont ces boutres-là qui sont les modèles des caravelles des Portugais, qui vont aller à la conquête des mers. Ok? Ces bateaux existent encore. Le pays Swahili était tellement opulent, tellement riche. D'ailleurs, nous, on trouve la porcelaine chinoise en Afrique de l'Est. Toute la côte Swahili qui quitte du sud de la Somalie jusqu'au nord de Mozambique. Toute cette côte-là. On trouve la porcelaine chinoise. Même dans leur ils ont des espèces qu'on appelle ça là, comme à la Concorde d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a là-bas là? Obélisque. Oui. Voilà. Parfois c'est orné au-dessus, c'est orné d'une assiette. L'assiette là, elle est chinoise. C'est de la porcelaine. Il y en a plein. On a trouvé même la monnaie. Hein? Il y a des indices de monnaie. Non, attendez. Alors, je vais résumer. Toujours dit que l'association Swahili reçoit son premier coup de la part des Portugais, l'île de Kilwa. Une année précédente, les Portugais sont bien reçus. Ils voient la richesse de l'île de Kilwa. C'est en face de la Tanzanie, vers Zanzibar. Ok? L'année suivante, ils viennent avec une armée. Et ils viennent détruire la ville, Kilwa. Kilwa a été réhabilité. Ça s'appelle Kilwa Kiswani. C'est-à-dire Kilwa la nouvelle. Ça existe encore. Bon, ok. Et donc, la monnaie, l'or... Le début de la colonisation. Oui, tu peux continuer, Président. Le cours de l'or, pendant un moment, et ça a duré des siècles, en Europe, hein, je parle de l'Europe occidentale, oui, était géré par les Swahili. Parce que c'est eux qui géraient l'or dans le monde occidental. Oui, vérifiez. Hein. Nous avons des écrits en Swahili qui datent du 9e siècle, après Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas des choses, traditions orales, c'est écrit. Et quand on lit les textes occidentaux, eux-mêmes rapportent ça.
C'est pour dire que au niveau de l'or, que ce soit au Mali, en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Afrique de l'Est, l'Afrique est un continent riche. Donc le pillage qui se fait là est un pillage fait par des gens qui sont justement pauvres, qui veulent prendre nos richesses en échange de papier sale, en l'occurrence pour l'Afrique francophone, le franc CFA. En fait, ils nous prennent pour des cons. La monnaie de singe, comme on dit. Ils nous prennent pour des cons. Et je vais chuter là-dessus en disant que lorsque, ça c'est au niveau des symboles, Macron va à Gao, et il attend Ibrahim Boubacar qui se déplace de Bamako. Je signale que la capitale historique entre Bamako et Gao, c'est Gao. Gao était la capitale de l'Empire Songhai, qui a succédé à l'Empire du Mali. Et l'Empire Songhai était même plus grand que l'Empire du Mali. Ok? Donc, ça, moi, je n'appelle pas ça des moqueries. J'appelle ça des gens qui sont dans une idéologie raciste. Elle a des raisons historiques. Mais si on perd cela de fil et on entre dans des considérations du genre la France ceci, les États-Unis ceci, on va oublier que c'est une unité. C'est vrai qu'ils se chamaillent entre eux, parce que parmi ces gens, je voulais finir à la colonisation, président, parce que je vais te tendre la perche pour que tu continues. Cecil Rhodes, Cecil John Rhodes, il est né en 1853, il est mort en 1902, j'ai calculé, il est mort à 49 ans. Ce connard a été pendant 9 ans Premier ministre de la colonie du Cap, en Afrique du Sud. Oui. Il est né en Angleterre, il est mort en Afrique du Sud. Voilà. C'est lui qui donne le nom de Rhodésie, qui maintenant s'appelle Zimbabwe. Il y a même 2 de Rhodésie, Zambie aussi. C'est un Illuminati. Oui. Un ami de Rothschild. Mais, président, c'est lui le fondateur de la société d'Ebers. Mais je suis en train de... C'est pour faire montrer un tout. Ce colon... On comprend parfaitement. Non, on ne comprend pas. Non, vous comprenez. Maintenant, je vais chuter. Non, je chute là. Non. Quand on comprend, ça veut dire que je pense que ce que je voulais dire, parce que c'est pas évident de faire ce que je fais là. C'est un exercice de synthèse que je ferai. Je n'ai pas lu quelque chose là et puis je viens de vous dire. Je synthétise les choses que j'ai dans ma tête et je vais essayer de restituer ça pour donner la réflexion, y compris les téléspectateurs. Je vais chuter maintenant là-dessus. Voilà. Donc, Cecil Rhodes a inauguré un principe. Ils ont fait les guerres en ce qu'on appelle maintenant Zimbabwe. Et la Zambie aussi faisait partie de la Rhodésie. Rhodésie du Nord, Rhodésie du Sud. Voilà. Bon. Ils ont fait des guerres. Ils ont dépossédé les Matabele, les Shona de leurs terres, de leur bétail. Zimbabwe, je viens parce qu'il y a le problème de la terre là-bas dans ces pays, n'est-ce pas? Ils les ont... Zimbabwe, y compris en Zambie, les Zimbabwe, ils les ont dépossédés de leurs terres, de leur bétail. Et ceux qui nous voulaient être réticents, on les a massacrés. Et sinon les autres, on les a fait travailler sur leur propriétaire en tant qu'esclaves. Et les colons maintenant sont possédataires de la terre. Ils font la même chose pour l'or. Et donc il faut qu'on en finisse par, et quand j'aurai un deuxième tour de parole, je vais maintenant parler de l'armée. Il est temps qu'on se dote d'une armée digne de ce nom, une industrie d'armement digne de ce nom, et qu'on ait des commandos qui sont capables d'aller dans ces pays et prendre Sarkozy, le ramener, le faire juger en Afrique. Mais si vous me redonnez la parole, je vais développer ça. Merci beaucoup, docteur Jean-Paul Mbelek, d'être là également ce matin. Merci également pour toutes ces explications. Ça nous donne l'occasion justement d'entrer dans le vif du sujet. Le temps pour nous de lire quelques messages et de revenir justement dans le débat. Permettez-moi et donnez-moi quelques minutes pour cela. Le temps pour moi de faire un clin d'œil à Solence Morel et sans oublier les galeries Morel du côté des Toami qui à Yaoundé. Elle nous regarde d'ailleurs tous les matins. Prenons justement ces messages ce matin. Bonjour DBS. Le débat de ce matin est vraiment enrichissant. Je voudrais dire à M. Macron qui a épousé une vieille femme, voilà, ça a commencé, qui ne donnera plus d'enfants, est considéré comme un égaré de la société. En Afrique, quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant n'a aucune valeur et réfléchit pas bien. M. Macron n'a qu'à trouver une jeune fille avec qui il aura des enfants afin qu'il soit accepté dans la société française. À Megran, Yao Emmanuel, à Tabiglo, du côté du Togo ce matin. Tout Africain soucieux de la survie de son peuple et du rayonnement de sa civilisation se rend compte que il faut désormais assumer la déconnexion dans tous les sens du terme. La personne qui nous écrit, c'est Senga Imana depuis Liège. Je pense que Liège, c'est Belgique. En Belgique, voilà, justement. Allons-y rapidement avec les messages. Bonjour Steve, bonjour Monsieur Simo, mes respects à Monsieur Anatole, mon immense respect au président Banakali. Steve, j'avais fait une demande de parler de l'ONU. Voilà une raison pour le faire. Ils mangent tous sur le corps de l'Afrique. L'ONU n'a jamais obligé la France à libérer l'Afrique.
a fermé sa grande gueule sur les assassinats de Lumumba, Kwame Nkrumah, Mounier, Olympio Sankara, qui n'a jamais parlé sur le franc CFA imposé en Afrique. Quel droit de l'homme défendent-ils? À mes grands frères sur le plateau, j'attends des suggestions sur l'ONU pour finir mon livre que je crois sensibilisera l'Afrique et d'autres mafias. Nous devons en parler car c'est une organisation créée pour protéger des criminels de guerre. L'État américain n'a pas jugé les scientifiques qui travaillaient pour le Troisième Reich. Steve, dans un débat, mes arguments tiendront sur pied. Des suggestions, président Badakani, Biadio, chassons l'ONU de l'Afrique ou la France, non pas en tout cas de l'ONU, car elle n'a pas place dans les droits de l'homme et ça dure depuis 76 ans. C'est Biadio qui nous écrit depuis Rome, en Italie. Bonjour Steve et prestigieux panel. La France nous prie, nous pille, nous méprise. Il nous oblige à les aimer. Pourquoi sommes-nous soumis plus que les agneaux? L'Afrique a trop supporté la douleur qu'elle a plus mal. Prési, quel est le mot d'ordre? Beaucoup de courage à vous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Longue vie à l'émission. Que Dieu bénisse l'Afrique. C'est Maman Mani, Mireille Ayatika, ici à Douala. Elles sont nombreuses déjà les mamans, hein, président Badakani, qui nous écrivent d'ailleurs tous les matins. Elle demande le mot d'ordre, justement. Bonjour Dibier, ce matin, la France se comporte avec une telle assurance, on dirait qu'elle est propriétaire de nos pays. En réalité, c'est ça. Cela peut se justifier par toute la classe dirigeante africaine qui elle-même est française. Et Steve, est-ce que vous savez que toutes ces personnes qui travaillent dans l'administration chez nous, lorsqu'ils arrivent ici pour des vacances, leur premier objectif, c'est d'avoir des cartes de séjour. Je viens en Europe et je sais de quoi je parle avec de tels individus. Quel avenir pour l'Afrique? C'est Stéphane Sullivan-Nana depuis Bruxelles. Bonjour Dibier, ce matin, la rupture relationnelle entre l'Afrique et la France est impérative pour une Afrique saine et sereine. La France alimente le terrorisme dans les États africains, favorise la déstabilisation politique en Afrique, Côte d'Ivoire, RCA, Mali. Et aujourd'hui, Macron parle d'amour pour endormir les Africains tout en instrumentant la diaspora. Chers Africains, il est l'heure de prendre notre destin en main pour une Afrique prospère, émergente et unie. C'est le moment de mettre véritablement sur pied des États-Unis d'Afrique. Bonjour spécial, le panel, professeur Bandakani, docteur Melek, DP, Haïtien Anatole, et à toi qui fait le bonheur des panafricains, Steve Ngos. Très bon début de semaine à vous. L'Afrique debout, Chris, depuis la cité des Palmiers. Merci également à vous qui nous regardez depuis la cité des Palmiers. Bonjour le panel, Macron est un mongol et l'incarnation du démon. Il faudrait, après lui, que l'Élysée soit exorcisé. Si la France veut vivre, c'est Maman Messi. L'image de la donne malienne me rend aliéné. Les rebelles maliens sont où pour brûler l'ambassade française? Monsieur Haïti, l'idiot Macron arrive au Mali sans que le président malien soit à ses côtés. L'armée malienne attendait pour loger une balle. Était où pour loger une balle dans sa tête? À la guerre comme à la guerre, c'est Maman Messi qui nous écrit depuis Yaoundé. Vous savez, les mamans, elles commencent à être très virulentes d'ailleurs. C'est dur, mais bon, on va quand même continuer à lire. Bonjour tout le monde. Quand l'Élysée dit qu'il va embrasser de façon forte l'Afrique, allons-nous savoir ce qu'il y a dessous? La France pille l'Afrique dans ses moindres détails, évidemment. Il faudrait que toutes ces malversations cessent. Ceci serait possible avec à la tête de nos États de véritables patriotes nationalistes et un soulèvement populaire des peuples africains. Sinon, c'est énervant et scandaleux. Azer depuis Agoé au Togo qui continue à écrire. C'est pourquoi la France cherche toujours à placer quelqu'un à la tête de nos États africains pour avoir la main libre de voler, de piller le continent africain. Ce que personne ne peut jamais faire chez eux en Europe. C'est toujours Azer depuis le Togo. Bonjour le plateau des Libiens, c'est bon début de semaine. Je m'excuse de ne pas aborder le thème du jour. Je voudrais, si vous le me permettez, vous inviter à regarder la danse macabre que le ministre des Travaux publics exécute depuis plusieurs années sur l'entrée est de la ville de Douala. Lors de sa récente descente sur le terrain, il a une énième fois déclaré la fin des travaux pour fin décembre 2020. Allez sur le terrain et vous-même, vous constaterez que même en juin 2021, les 10 travaux ne seront pas achevés. La parade qu'ils ont trouvée, c'est d'aller casser des maisons à Niala pour créer une route de manière spontanée, juste pour la Chan, non le Chan, de janvier 2021, et les populations de Niala souffrent de martyrs. Le martyr, allez sur le terrain, investiguer. Sylvain, depuis Yassa, ne vous inquiétez pas, nous y étions, c'était mercredi, jeudi et vendredi également. Eh bien, hier soir également, j'y ai fait un tour. Je sais également ce qui est en train de se passer. C'est avec les larmes aux yeux que je vous écoute, et rien qu'à regarder mes enfants, je ne sais plus quoi penser de l'avenir. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Je ne cesserai jamais de m'informer de vous. Merci à vous tous, à tout le panel. Félix qui nous a écrit, mais il ne nous a pas dit où. Le professeur Belek, un bien
Pour le Cameroun, un bonjour particulier à notre astrophysicien, le professeur Mbelek. La personne, c'est Bilim Jonas, qui vous salue d'ailleurs ce matin. Il faut le dire comme ça. Bonjour le panel, merci pour tout ce que vous faites. Au nom de mon Dieu et le Lombi, nous allons chasser les blancs de notre continent. Qui est-ce qui nous a écrit? Eh bien, la personne ne nous a pas laissé son nom ce matin. C'est Jules Renard qui a dit « Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des moments d'amitié ». Allez savoir. Voilà, on n'a pas dit. C'est quelqu'un également qui nous a écrit, mais qui n'a pas laissé de nom ce matin. Bonjour le panel, merci pour vos analyses. Ma question est de savoir comment arrêter tout ça. Monsieur Bandakani, c'est Dagal Africain qui vous pose d'ailleurs cette question ce matin. Allons-y rapidement avec les messages. Bonjour les combattants, le président et toute sa suite. S'il vous plaît, est-ce que le Cameroun vous écoute, ainsi que tout le continent africain, les dignes fils d'Afrique? Laissez la politique et libérez vos enfants du joug de la mort. Maman Denise, s'il vous plaît, intégrez-moi dans le forum. Voilà une autre maman, Maman Denise, qui est également entrée dans le cercle qui commence à s'agrandir et qui s'agrandit d'ailleurs de jour en jour de fan club de DBS ce matin. Bonjour Steve, la faute est aux Africains eux-mêmes. Que veux-tu que le voleur fasse quand tu dors en laissant la porte de ta maison grandement ouverte? Cette situation dans tous les pays riches de l'Afrique ne s'arrêtera que quand les Africains vont se rendre en charge, vont se prendre en charge comme il faut. C'est Félix Kalala Chimanga depuis Luanda, c'est en Angola. Il nous le dit d'ailleurs dans ce message. Bonjour Steve, bonjour au président Badakani et à tous les panélistes. Steve, je crois ce qui arrive à la France aujourd'hui est le commencement de la fin de cet État. Que les Français comprennent maintenant que tout ce qu'ils ont est le travail du braquage, du viol et du vol, et qu'ils se taisent lorsqu'un Africain parle. Je dis Kael depuis Bruxelles. Emmanuel Macron doit aller parler d'amour avec son coquin Ouattara et les autres chefs d'État, qu'ils laissent les Africains tranquilles. Voilà pourquoi ils veulent nous pucer avec leur vaccin. Honte à la France. C'est toujours Judy Kael depuis Bruxelles ce matin. Bonjour DBS, la matinale. Bonjour mes amitiés au panel. Tant que les marionnettes des chefs d'État africains ne déclaraient pas aux efforts stop à la France, il y aura changement aux États africains. Si nous attendons que la France nous donne la liberté, ça sera encore au moins 2 siècles. Alors la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Chez l'Africain, prenons notre destin en main. C'est Ambrosini Vogo, Carrefour de l'amitié à Yaoundé. Je souhaite aussi intégrer le groupe WhatsApp. Ne vous inquiétez pas, on va vous intégrer dans le groupe WhatsApp. Bonjour DBS Matin, bonjour monsieur Jocelyn Gos, bonjour à votre panel, sans oublier vos techniciens. Très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Mon Afrique n'a plus besoin de cet endocollant qui est la France, car piller et détruire sont des distractions. Mes salutations pour professeur Mbelek et merci au président Badakani pour tout ce qu'il apporte à l'Afrique. Bonne continuation. C'est épouse Nguesse, ici même à Dola. Elle a bien écrit ça, épouse Nguesse. Elle nous a dit la dernière fois que... Oui, bon, c'est bon. Je ne la connais pas encore, mais bon, c'est une fidèle téléspectatrice. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. J'aimerais être dans le forum et avoir les vidéos, s'il vous plaît. Thierry Seignan, depuis Yaoundé. Bonjour également à vous nous, tous qui nous regardez depuis Yaoundé. Bonjour DBS, Big Up, président Bandakani. Encore des images choquantes avec tous ces torts. Nous souffrons trop révoltant. Sommes-nous vraiment normaux? Nous voyons tout ce qui se passe et nous ne faisons rien. Ma question est avec quoi nous tiennent-ils? Il est inadmissible qu'avec autant de richesses, que nous soyons, voilà ce qu'il voulait dire, le continent le plus affamé. Quel paradoxe! Comment pouvons-nous vraiment agir pour changer cela? C'est terrible. C'est Joanne qui nous écrit depuis Baganti. Messieurs, les femmes s'intéressent désormais à ce qui se passe sur le continent africain. C'est extraordinaire d'ailleurs. Bonjour Steven, bonjour président Bandakani, 3A, Dr Mbelek, je ne suis pas surpris car c'est comme ça que la France nous dépouille de tout. S'il vous plaît, ajoutez mon numéro au groupe WhatsApp de DBS. C'est Maurice depuis Lomé au Togo. Allons-y rapidement. Bonjour à tous. Bonjour également à vous. Bonjour DBS, c'est Latifou Moula depuis le Togo à Sokodé. Très fier de vous. Je vous souhaite tout le meilleur. Dieu entende nos prières. Cela prouve à suffisance que les panafricanistes de tous les bords ont raison et je suis très content. Ce n'est que le début. Comme je l'ai toujours dit, haïr la France est une bénédiction illégitime, mes frères. Et celui qui ne haït pas la France est un faux panafricaniste et un nègre de maison. Il n'y a que le Mali. Il n'y a pas que le Mali. C'est la même chose partout. C'est un état criminel, la France. Et même au Togo. J'étais sûr que vous allez me dire que même au Togo ça se passe. On vous comprend. On sait ce qui se passe du côté du Togo. Toujours avec Mr. Mang
Gay, congratulations for you, for your talk, Mr. Otu. Steve Ngos et son panel, bonjour. Bandakani parle de mépris en évoquant Macron, mais c'est le président le plus méprisant que la France n'ait jamais eu. Souvenez-vous qu'un président atterrit à Gao au Mali, c'est le président du Mali qui part de Bamako pour aller le retrouver à Gap, à Gao. C'est le haut degré du mépris. Monsieur Otu et Foulane, Steve Ngos, pardon, qu'il laisse le Cameroun et son président tranquille, qu'il ne vienne même pas au Cameroun pendant tout son règne. Monsieur Otu et Foulane à Yaoundé, parlant de Macron bien sûr. Il parle de Macron, c'est ce qu'il déclare, Monsieur Otu, ce matin. Ça ne peut être que Macron. Ça ne peut être que Macron. Bonjour Steve, au Mali, c'est un scandale à ciel ouvert. J'ai eu un ami qui a fait des études en géométrie au Canada. Il était en thèse de doctorat. Il a dû arrêter sa thèse car il a eu à découvrir que plus que le Congo, il a même reçu les menaces de mort. Le désert malien est extrêmement riche. Il a eu à découvrir que les satellites français au-dessus du Mali étaient dotés de radars ultra high frequency capables de savoir jusqu'à 100 km ce qui se trouve sous le sol. Pour cette raison, les militaires français savent toujours où se trouvent les richesses. C'est pas un hasard. La personne nous écrit avec le 49 plus 49, mais elle n'a pas laissé son nom. Je pense que c'est depuis l'Allemagne d'ailleurs ce matin. Monsieur, un dernier message et puis nous rentrons dans le vif du sujet ce matin. Bonjour Monsieur Ngos et tous les panélistes. Une petite question pour le président Bandakani. Vous aviez exposé sur un autre média l'influence de l'État profond dans nos pays et la nécessité de le nettoyer pour le dénicher. Est-ce qu'on peut dire qu'il suffit de demander à chacun de nos gouvernants leur position définitive sur un certain nombre de sujets sensibles comme les LGBT, l'OMS et le Covid, Black Lives Matter, Human Rights Watch, le FMI, l'élection de Biden, Obama et consorts. Un excellent début de semaine à tout le monde. C'est Moto qui nous écrit depuis la Suisse. Bon. Répondez à cette question. Oui, c'est pas compliqué. Non, le démantèlement de l'État profond ne consiste pas en des positions que prendrait tel ou tel dirigeant sur un sujet précis. Oui. X ou Y. C'est pas de ça qu'il s'agit. Le démantèlement de l'État profond consiste en une organisation, à la mise en place d'une organisation puissante, oui, qui prend le pouvoir et liquide l'État profond. Comme Trump est en train de vouloir réussir aux États-Unis. D'accord. C'est de cela qu'il s'agit. Donc c'est pas compliqué. Et ça permet d'ailleurs de répondre à notre maman qui demande le mot d'ordre. Il n'y a pas de mot d'ordre à donner maintenant. Ce qu'il a fait, c'est de peaufiner l'organisation des Africains. Les Africains, pour l'instant, sont insuffisamment organisés. Pour ne même pas dire organisés. On est insuffisamment organisé. L'étape du combat que nous sommes en train de gérer maintenant, c'est que nous sommes en train de rétablir la connexion dans la longue filiation de résistance et de combat, oui, que nos aïeux mènent depuis plus de 1000 ans. Plus de 1000 ans, cette filiation, on est en train de la réactualiser. Ça, c'est l'étape où on conscientise, on amène les gens à prendre conscience. Mais dans l'avenir, le professeur Belel l'a dit, je ne lui conseille même pas de dire nos secrets ici. Il ne faut pas donner ici les techniques militaires que nous allons mettre en place. Je vous supplie de ne pas le faire. Oui. Si vous voulez en parler, survolez. Que les gens continuent à parler de vous, nous prendre au sérieux, c'est bon. Donc nous sommes, j'étais en train de dire que pour l'instant, le problème de l'Afrique, c'est l'organisation. Oui. Bon, maintenant, on ne s'organise pas si on ne maîtrise pas l'objet de son organisation. Parce qu'on s'organise pour quelque chose. C'est ça le problème que nous avons pour l'instant. J'étais en train de dire tout à l'heure, je voudrais revenir sur ce qu'a dit mon aîné, professeur Belek. Un racisme, c'est un déréglé mental. C'est un déréglé mental. Parce que le racisme conduit à détruire l'autre. Vous le dégradez, vous le détruisez, vous lui ôtez son humanité. Vous êtes un déréglé mental. Monsieur Macron, raciste, talmudiste, est un déréglé mental. Je fais juste une logique mathématique, comme tu l'aimes si bien. Parce que moi je dis qu'il est mentalement déréglé. Les gens qui nous demandent que, quand vous rappelez le discours de M. Macron, oui, qui avait dit que celui qui veut, l'État qui ne veut plus avoir des militaires sur son sol, n'a qu'à le dire. Quand ils venaient en Afrique, ils ont demandé à qui? Quand ils venaient, qui les a autorisés à venir? Pourquoi maintenant ce minable déclare que celui qui ne veut plus de militaires français sur son sol, il n'a qu'à le dire. Et dès que vous le dites, il vient vous assassiner. C'est tout ce qui passe le temps à faire. Quelqu'un qui est sain d'esprit et qui nous fait, si on veut croire qu'il dit la vérité, supposons même qu'il dit la vérité. Oui. Pour ceux qui veulent croire. Parce qu'il y en a qui croient ce que dit un président français. Ils croient. Et quand un président parle, ils croient que non, le président là, il a raison. Alors, imaginez-vous donc, supposons que Macron a raison. Moi, j'aime bien les logiques mathématiques du professeur Belek. Le même président
qui dit que bon, l'État qui n'a pas besoin de l'armée française n'a qu'à le dire. 2 jours après, il pleure sur le sentiment anti-français qui se développe en Afrique. Et au lieu de se limiter à pleurer, il convoque le président à Pau. Vous vous souvenez? Je me rappelle très bien. Pour qu'il vienne s'expliquer sur le pourquoi on règle la France en Afrique. Je vous dis que ce monsieur n'est pas normal. Il n'a aucune logique, il n'est pas normal. Les Français vont voir ce que ça veut dire, aller mettre le feu ailleurs. Ils vont comprendre ce que veut dire à quoi pour le président un type comme ça. Et il n'est pas normal, il raconte n'importe quoi. Il passe son temps, dès que les Africains s'expriment, ils disent que c'est un sentiment anti-français. Et le mot est terrible, le mot sentiment anti-français. Il faut comprendre ce qu'il y a là-dedans. Il y a là-dedans quelque chose de dégradant, de rabaissant. Vous comprenez? Il appelle ça sentiment. Alors que ce sont des luttes historiques qui sont en cours. Pour briser le joug de la France sur le continent africain et pour continuer à créer les conditions de la guerre finale contre la France. Ça va arriver. La guerre finale contre la France. Donc, on est dans ce processus. Soit il est incapable de le lire, soit il le lit et moralement il adopte une posture pour dégrader ce mouvement. Ça fait rire. Est-ce que les Français auraient supporté que les nazis appelassent la résistance française de sentiments anti-allemands? Est-ce que vous vous rendez compte? Mettez-vous à la place de la France sous Vichy. C'est ça, non? Oui. La France sous Vichy. Alors, écoutez donc, Hitler se met depuis son palais là-bas, et il dit, mais il y a un sentiment anti-allemand incompréhensible en France. Mais il faut comme... Quel Français vient s'expliquer? Je vous dis que ces gens ils sont mentalement dégradés. Parce qu'un dirigeant Macron, il ne comprend pas. Parce que je vous dis, il ne peut pas dialoguer avec nous. Un président français qui aurait la carrure de parler avec nous aurait compris ce qui se passe en Afrique et ne parlerait pas de sentiments anti-français. Il aurait interprété ça à sa juste mesure et voir dans quelle mesure, je me répète à dessein, on peut parler. Mais on n'a pas affaire aux êtres humains. Un colon est quelqu'un qui a perdu son humanité. Un impérialiste est quelqu'un qui a perdu son humanité. Parce qu'il faut avoir perdu son humanité pour aller soumettre à l'esclavage les autres. Voilà pourquoi moi je dis qu'il n'est pas possible de parler avec ces gens. Il n'y a pas encore un dirigeant français avec qui l'Afrique peut parler. Donc toute cette comédie qu'on fait actuellement, de dialogue, de coopération, machin, c'est de la fumisterie. Et ça ne rapporte rien. Plus on le fait, plus on est à terre. Donc tout à l'heure, Anatole a parlé du média à vocation panafricaine. Vous savez qu'il est trop poli. Jeune Afrique, c'est un média criminel. C'est un média criminel qui base la prospérité sur le crime, sur la vente du continent africain. Monsieur Béchir Yamel, le fondateur, c'est un criminel. Je vous ai déjà rappelé ici qu'il est le dépositaire testamentaire de Focard. Vous savez ce que ça veut dire? Donc c'est normal que M. Macron s'exprime sur ce tableau-là. Donc il faut que les gens qui lisent l'Afrique doivent savoir, je ne dis pas de parler, chacun lit ce qu'il veut, mais qu'ils lisent, ils sont en train de lire une arme criminelle qui travaille contre l'Afrique. Je voudrais bien rappeler ça. Donc on dit vocation panafricaine, le mot est juste, mais pas vocation panafricaniste. C'est un journal de criminalité panafricaine, anti-panafricaniste. Et ce journal est l'ennemi du continent africain. Il faut que les Africains le comprennent bien. Voilà. Des gens comme nous qui n'espérons jamais un jour avoir une interview là-bas, nous sommes libres, on le dit. Il ne sera jamais question pour moi d'aller faire une interview à Jeune Afrique. Donc, alors, la dernière sortie de M. Macron, pour revenir sur le sujet, M. Ngos, a tranché le débat qui a cours sur le continent entre les Africains pro-impérialistes et les panafricanistes, les vrais anti-impérialistes. Le débat de fond, c'est quoi? On a voulu pendant longtemps nous faire croire que le problème de l'Afrique, ce sont les dirigeants. Et ça, c'est la thèse des gens comme les Macron. C'est la thèse des officines criminelles de la France-Afrique et des Illuminati. Et d'ailleurs, en passant, je voudrais dire, c'est une parenthèse, c'est Rothschild qui a pensé l'apartheid. Je voulais le dire. L'apartheid est un projet de la famille Rothschild qu'ils ont mis et ils ont opéré par la médiation de Cécile Rhodes. Comme le docteur vient de l'appeler. Cécile John Rhodes. Oui. Parce que les gens doivent comprendre que notre ennemi en Afrique, ce sont les Rothschild d'abord. Cette famille-là, il faut bien comprendre pourquoi moi j'insiste dessus tous les jours. Les créateurs de l'apartheid s'appellent Rothschild. C'était une parenthèse. Donc je suis en train de dire que le débat qui a cours en Afrique, on a voulu à tout prix changer la dialectique historique qui travaille le continent en une dialectique d'opposition interne africaine entre les peuples et leurs présidents. Nous avons passé notre temps ici pendant 10 ans pour dire aux Africains que d'abord vous n'avez pas de président. Ce n'est pas un jugement de valeur, hein. C'est un fait objectif. Vous n'avez pas de président. Quand vous avez un franc CFA, quand vous avez les accords secrets de coopération, vous n'avez pas de président. C'est élémentaire ça. Donc si quelqu'un croit que
demander à des présidents qui ne sont pas des présidents de faire ce que les présidents sont censés faire, c'est une incongruité. Même s'il faut dénoncer les dérapages des présidents, même s'il faut dénoncer les bêtises qu'ils font, mais entre la dénonciation de ce qu'ils font et la falsification des thèses fondamentales d'analyse, il y a un pas qu'on ne franchit pas. Alors, ce débat est clos maintenant. M. Macron, dans sa sortie, vient de clore le débat. M. Macron dit ceci. Dans son débat, qu'est-ce qu'il faut retenir? M. Macron dit qu'il va renouveler les générations africaines. Allez lire. Bon. Est-ce que quelqu'un peut venir renouveler les générations africaines s'il n'est pas le vrai président de ce continent? Je pose la question. Parce que renouveler les relations, les générations, mais c'est un grand programme. Parce qu'il faudra procéder à un renversement anthropologique, culturel, géospirituel, géopolitique, familial, scolaire, tout. Mais ça, c'est le pouvoir des présidents. Parce qu'il a dit qu'il va fabriquer de nouveaux êtres humains en Afrique. C'est ça qu'on est en train de dire. Et suivez mon regard, les nouvelles générations seront des générations transhumanistes. Comme beaucoup de Noirs aux États-Unis sont transhumanistes. Et c'est eux qu'on met devant, les Kamala Harris et tous ces voyous-là. On les met devant comme représentants de la race noire aux États-Unis. Ils sont tous transhumanistes. Ils ont perdu leur africanité. Donc il dit ça. Deuxièmement, M. Goss, si quelqu'un n'est pas président de l'Afrique, pourquoi il crée un conseil présidentiel africain? Dites-moi un président dans le monde avec qui l'Afrique a des relations, qui a un conseil présidentiel africain. Et qui s'en vante officiellement. C'est-à-dire quand il a crié, c'est pas dit que c'est même pas un cabinet secret, il dit que ça va être l'outil de sa politique africaine. Il a dit. Vous connaissez un président dans le monde qui a un conseil présidentiel africain? Du tout. Bon, ça veut dire que c'est le vrai président. Le président français, le vrai président de l'Afrique. Plus grave encore. Il dit ouvertement que non. Il va choisir les présidents qu'il va inviter au sommet France-Afrique. Il va choisir. Il y en a qui le félicitent et ceux qui ne félicitent pas. Donc, M. Macron vous dit qu'il revient au président français de dire qui est président en Afrique ou pas. Monsieur, pour le faire, il faut être le vrai grand président d'un continent. M. Macron prend sur lui, M. Goss, de dire, dans les chantiers urgents, il y a un chantier qui est intéressant, le plus grand chantier que l'humanité a connu, c'est la restitution du patrimoine africain. Dites-moi, M. Goss, si M. Macron n'est pas le président de l'Afrique, comment un individu sérieux peut oser engager un tel chantier, en écartant les chefs d'État africains, en écartant les chefs traditionnels, en écartant toutes les autorités les plus représentées de notre continent, pour aller créer un groupe d'amis, soi-disant africains, Felmin Sarr et M. Savoyer, à qui il demande un rapport, mais qu'on va écrire la nuit, et leur donner ça le jour de lire, et c'est là-bas de ce rapport, M. Macron organise la restitution, entre guillemets, de notre patrimoine. M. Goss, vous savez l'outrecuidance, vous savez le crime qui a derrière une telle démarche. C'est ce qu'on appelle un patrimoine. Un patrimoine, ce n'est pas seulement un objet. Mais que faites-vous des civilisations qui ont enfanté ce patrimoine? Que faites-vous des arts de vivre que vous avez, qui ont enfanté ce patrimoine? Que faites-vous de toute la créativité historique qui a généré ce patrimoine que vous avez volé? Et pour le voler, il fallait auparavant détruire ces civilisations et ces arts de vivre, mon cher Goss. Et un matin, vous vous levez. Vous dites que vous remettez le patrimoine. Monsieur Goss. Et vous vous vantez de cela. Vous ne pouvez le faire que si le continent-là vous appartient. Et c'est votre propriété, monsieur Goss. Lorsque un dirigeant vous dit que l'avenir de la France, c'est l'Afrique, et M. Macron l'a répété encore à la suite du Sénat français, je voudrais vous rappeler que le Sénat, c'est une instance institutionnelle de premier niveau en France. Qu'un Sénat s'asseye, pour se réfléchir et fasse un rapport pour dire que l'avenir de la France, c'est l'Afrique, et que le président le reprenne quelques mois après, alors moi je vous pose la question. Si notre avenir, c'est la France, si l'avenir de l'Afrique, c'est l'Afrique, si l'avenir de la France, c'est l'Afrique, moi mon avenir est où? C'est la véritable interrogation. Hein, je pose la question, je parle aux Africains. Si la France dit que son avenir, c'est l'Afrique, moi mon avenir, c'est où? Vous avez déjà entendu un président africain? Vous voulez m'aider? C'est la France. Sauf que quand tu prends le bateau, quand on conduit chez toi... À défaut le président, tu as contre de crédit. Moi, j'ai donné 2 mots pour simplifier. Ça, c'est l'esprit scientifique mathématique. 1, ils sont racistes. Qualification première. Deuxièmement, ils sont irrationnels, émotifs. Je pense que ça résume. Non, je ne lui accorde pas. Je vous dis, non, je ne sais pas l'individu qui accorde le crédit. Je parle de la politique française. Non, c'est pour résumer, quoi. C'est ça qui est constant depuis 50, 60 ans.
Si on laisse de côté la... Mais c'est irrationnel de dire l'avenir de la France, c'est l'Afrique, et les Africains, ils viennent en France, tu les remets dehors. C'est irrationnel. Je suis d'accord. Oui. Nous sommes d'accord dessus, tu le sais. Mais j'ai dit que cette irrationalité, mais là, voilà, il faut la présenter aux Africains. Et ses conséquences, c'est que l'irrationalité organisée en État, qu'on appelle France, nous dit quel est notre avenir. Mais c'est grave. Qu'un pays dise qu'un continent est son avenir. Le monde entier, les gars, on entend de voir. Quand on ramasse tout ça, vous pouvez encore oser nous dire que le problème de l'Afrique, ce sont les dirigeants. Ils existent. Les dirigeants existent. Nous avons des pasteurs dans ce continent. C'est ce qu'on appelle un pasteur. Nous avons des apôtres, des prophètes dans ce continent. Et écoute, nous avons des imams. Est-ce que Mohamed, là, que les musulmans prennent pour référence, pouvait accepter un truc comme ça, de la bouche de quelqu'un qui n'est pas musulman? Non, il faut comprendre. C'est-à-dire que il faut savoir si en Afrique il y a les êtres humains. Parce que quand vous déclarez la guerre comme ça, vous faites quoi? Vous vous défendez, au moins. Donc, que vous vouliez ou pas, Macron, la France nous déclare la guerre, M. Ngos. Ben, il faut s'organiser pour détruire la France. Il faut s'organiser pour la défaire. Parce que toutes les voies d'humanité, toutes les voies de pacifique, on a dit on dialogue, on est pacifique. Nos présidents sont des grands diplomates. Ils font la diplomatie, même plus que les inventeurs de la diplomatie. Vous avez des prêtres qui prient. Vous avez des gens qui disent qu'on a fait tout ça depuis. Le bilan, c'est quoi? C'est qu'un enfant de 40 ans, mentalement déréglé, dépravé, vient nous dire que c'est lui notre chef en plein 21e siècle. Vient présenter au monde entier un projet de recolonisation achevé en plein 21e siècle. Mais c'est ça qu'on fait quoi? On vous comprend, président Balakani, hein, vous êtes justement révolté, c'est le cas également. Je ne suis pas révolté, je fais une démonstration intellectuelle. On vous a compris. Ah oui, non, quand on dit révolte, c'est que je fais une démonstration intellectuelle. C'est ça aussi, hein. C'est ça aussi. Et nous sommes modérés. Très modérés. Cette modération doit s'arrêter. Voilà. En tout cas, pour le président Balakani, il faut arrêter d'être diplomate, pacifique, modéré, comme il a d'ailleurs utilisé les termes. Aujourd'hui, il est l'heure justement de se révolter, de dire, eh bien, cette relation... De faire la guerre. De faire la guerre. D'organiser les armes de guerre. Voilà. Cette relation doit forcément s'achever. Il faut un divorce. Voilà. Oui, je voudrais rappeler à la suite de président Balakani que dans son interview, M. Macron occulte volontairement, n'est-ce pas, le scandale de la traite négrière. Ça. Il occulte volontairement le scandale de la crise migratoire. Il a écorché quelque peu le scandale de la colonisation, mais il a évité de parler de la néocolonisation. Lorsqu'il vous parle, n'est-ce pas, d'une relation d'amour équitable, mais personnellement, moi je suis scandalisé, je suis même révolté, moi je suis révolté. Pourquoi? Parce que lorsque je vois l'attitude des multinationales françaises sur le continent africain, comment ces gens se comportent, mais attendez, j'ai envie d'entrer en brousse. Hein. Sérieusement. Parce que ces gens, ils bénéficient de tous les avantages. Avantages douaniers, avantages fiscaux, mais jusque-là, il se peut l'outrecuidance de mépriser nos populations, de ne même pas reverser dans lesquels l'État ce qui a de droit. Comment peuvent-ils reverser lorsque, par exemple, l'or, comme on a vu tout à l'heure, prend justement les aéroports et sans oublier justement les parce ports. Que le plan... Comment est-ce qu'il pourrait justement reverser? Le plan, justement, qui est mis en œuvre, lorsque vous entendez, justement, cet individu parle de relations d'amour équitable, il est question de mettre en contribution leurs espions habituels qui sont transformés en investisseurs sur le continent africain. C'est de ça qu'il s'agit. Bolloré. Entre autres. C'est de ça qu'il s'agit. Ils veulent justement renforcer l'enveloppe dédiée à l'investissement. Non, écoutez, est-ce que l'Afrique a besoin des investissements français? Je ne pense pas. Investisseurs pauvres. Si investissement, justement, il y en a. Parce que lorsque je fais l'autopsie, par exemple, des investissements de Socapalm, j'ai envie de dire, mais arrêtez. Vous savez combien on paye un employeur de Socapalm? Pour élaguer un palmier, il faut le dire. Vous savez combien il est payé? Vous savez combien il est payé? 35 francs. Bon, sans équipement de protection individuelle. Absolument rien. Sans pour élaguer un palmier. Voilà, sans équipe de protection individuelle, sans prise en charge, sans couverture médicale. Investisseur. Sans couverture médicale, s'il vous plaît.
Et ces gens ont des familles. Si on vous découvre en train de ramasser les noix de palme... J'ai couvert un crime crapuleux dans l'implantation de ce qu'appelle Mambongo, où un riverain a été assassiné parce qu'il est allé au secours, il a volé au secours de la femme, que les vigiles d'Africa Security étaient en train de bastonner. Son crime, elle était en train de ramasser les noix de palme pour faire la popote de la maison. Ce monsieur a été assassiné, il sait de quoi je parle. Et les crimes et ces assassins sont dans la nature. Ça, il faut le dire. Sokapam, c'est Bolloré, il faut le dire. Voilà. Non, quand je parle de Sokapam, je parle de Bolloré. Oui, mais non, d'autres je dis bien Bongo. Il dit bien un Camerounais a été assassiné. On vous comprend. A été assassiné. Je le dis, et il a été assassiné parce que sa femme, qui a été tabassée par des vigiles d'Africa Security à l'époque, est allée ramasser les noix de palme pour faire la popote à la maison aux enfants. Voilà donc les investisseurs que nous avons sur le continent africain. Maintenant, pour revenir à votre question, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, la perfidie, le mensonge, l'hypocrisie et surtout la manipulation ont assez duré. Nous avons fait l'inventaire, le bilan de la coopération, de l'amitié avec la France, de l'amour avec la France. Nous savons où ça nous a conduit. Ça nous a conduit justement à la dépravation morale, à la dépravation politique, n'est-ce pas, à la dépravation culturelle. Ça nous a conduit au pillage de nos ressources. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, il faut changer de paradigme. J'étais très étonné lors, n'est-ce pas, du sommet, j'allais dire, de la rencontre de la rencontre de Brazzaville, le 80e, justement, dont le peut-être était le 80e anniversaire du manifeste de Brazzaville. J'étais surpris par le discours de M. Jean-Yves Le Drian, un raciste assumé. D'abord, ça va être honte de faire un pareil anniversaire. Il y a bien un raciste assumé qui prétend que la France et l'Afrique ont un destin commun. Et il faut justement qu'ils se mettent ensemble pour parer l'impérialisme, c'est-à-dire que notamment la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Turquie et la Russie. En passant, il nous accuse, hein. M. Macron a dit dans l'interview que nous sommes financés par la Russie et la Turquie. Nous sommes, non, il faut utiliser le terme approprié. Que nous sommes stipendiés. Voilà le mot. Voilà, le terme approprié, c'est stipendié. Stipendié, ça veut dire que nous sommes corrompus. Stipendié, ça veut dire que nous sommes corrompus par la Russie, la Chine et la Turquie. Voilà pourquoi nous sommes contre la France. Contre la France. Mais justement, la France, paradoxalement, est en train de dénoncer les armes qu'elle utilise sur le continent africain. C'est-à-dire la corruption, le pillage. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle organise, elle viole les gamins, nos enfants. Quand tu es pro-français, tu n'es pas stipendié, évidemment. Je dis bien, ce qu'elle ne dit pas, c'est que ces soldats sur le continent africain qu'on envoie sur les fronts de guerre organisés par la France ne violent nos enfants. C'est les gamins de 4 ans, 5 ans, ils sont violés. Et ça, il faut le dire. Ça n'a jamais fait l'objet de l'attention de Human Rights Watch, Transparency International et les autres. Non, ils n'en ont jamais parlé. Donc, je pense qu'à un moment donné, et tout à l'heure, hier, je l'ai indiqué également dans une autre tribune que vous avez organisée sur ce plateau, à savoir, il y a les guerres, il y a les batailles que nos dirigeants ne peuvent pas engager. S'ils ne peuvent pas les engager, le peuple prend son destin à mort parce que nos présidents sont nos mandataires. On vous accompagne bien à ici, docteur Jean-Paul Mbelek, jusqu'à preuve de contraire. Aujourd'hui, la France nous fait croire qu'elle nous aime tellement, et comme le disait d'ailleurs le président Badakani Albert Anatola ici, dans son interview, il faut préciser que Emmanuel Macron a dit que nous sommes stipendiés. Et forcément, nous sommes stipendiés par la Russie, la Turquie, qui nous donnent de l'argent pour que nous soyons justement anti-français. Pourtant, nous le savons très bien, notre vœu le plus cher, et notre plus grand vœu d'ailleurs, c'est de voir cette Afrique libérée, justement, de la France. Bon, alors, premièrement, moi j'ai vécu tellement longtemps... Tu as déjà reçu combien de la Turquie et de la Russie? Vous avez déjà reçu de l'argent de la Turquie? Je veux dire non. On est là pour dire les choses, je veux dire. Moi, j'ai tellement vécu en France que je n'ai jamais senti l'amour des Français comme il le dit là. Combien de temps j'ai vécu là-bas? Moi, je n'ai jamais senti ça. Tous les jours, j'ai senti simplement qu'il n'y a pas un jour qui se passe en France. Le racisme est institutionnalisé. Et quand c'est dit, et même à la télévision, certains osent le dire, il y a toujours des responsables français qui viennent contredire et dire le contraire, que non, c'est des affabulations. J'ai tellement vécu en France que tous les jours, tous les matins,
quand tu es dans le métro, tu sors, dès que tu sors de chez toi, ou tu allumes la télévision, tu sens déjà le racisme. Parce qu'il n'y a pas un jour où on ne parle pas des immigrés de façon négative. Oui. Il n'y a pas un jour, même leurs descendants, même leurs enfants, de façon négative. Justement, c'est parce qu'il a, dans son interview, justement, il a évité ce sujet-là. Parce que pour eux, c'est un sujet tabou. Bon. Or, ici, au Cameroun, par exemple, les Français sont là. C'est pas à chaque fois, non, on les casse la tête. La preuve, c'est que quand on parle maintenant, c'est parce que Macron a dit quelque chose avant. Et puis, c'est pas toute la journée qu'on va leur casser la tête, de toute façon. Et demain, ça sera pas ça. Donc, le défaut... Mais il faut le faire tous les jours, alors. Certainement, peut-être qu'il va falloir user le changement de paradigme, comme dit à 3A. Oui. Président Madakani, par rapport à ce que tu as dit juste avant, là, c'est quoi? Quand Macron appelle, en fait, parce que j'ai chuté rapidement, mais il ne faut pas non plus être trop long, c'est normal, donc je chute. Quand Macron appelle le président Ibeka à Gao, ça veut dire que, je vous ai dit que Gao, c'est la capitale historique par rapport à Bamako. Ça veut dire que j'ai pris possession du territoire. Tout à fait. C'est pour aller dans ton sens. Et on l'appelle jupitérien. Donc c'est un extraterrestre, donc c'est pas un humain. Parce qu'un humain, c'est un terrestre. Lui, il est jupitérien. Donc avant même qu'il commence à gérer même le pouvoir, une fois qu'il a été président élu, entre guillemets, c'est à la mode, et il était déjà qualifié de jupitérien. Tout à fait. Donc c'est lui qui dit qu'il est jupitérien. Oui, c'est ça. Donc c'est un extraterrestre. Donc si tu es extraterrestre, tu n'es pas humain. Je comprends ça. Bon, donc il y a dans sa logique là. Et il accueille Ibeka à Gao, 1200 et quelques kilomètres, 1250 kilomètres à faire. Ça veut dire que j'ai pris possession de chez toi. Et maintenant, viens te soumettre ici. Pour les Rothschild présents, je n'ai pas eu la question, c'était juste pour les Rothschild. Celui qui a mis les pieds à l'étrier à De Gaulle pour aller à Londres, en fait, qu'il a mis en relation avec les Anglais. Parce que De Gaulle n'était pas agent américain. De Gaulle était agent anglais. Tout à fait. Et justement, l'agent américain, c'était Giraud. Et tout comme Jean Monnet, futur, soi-disant, fondateur de l'Europe. Ça, c'est les vrais agents américains. Il y a eu un conflit. C'est que entre Rothschild, c'est les Ardés, ils se battent. Et là, passer De Gaulle devant, c'est, dans le futur, donner avantage aux Rothschild France. Parce qu'ils avaient déjà perdu du poids de la bête en France. Voilà. Et donc, c'est ce combat qui continue. Quand on voit même les Trump et c'est pour ça qu'on fait Biden. Pompidou sur les cuisses de Gaulle. Pompidou vient de la banque Rothschild. Okay. Mais De Gaulle même, c'est ça que je... Il y a celui qui a mis les pieds à l'étrier, il s'appelle... attendez que j'ai un trou de mémoire. Mais en tout cas, je vais donner son nom. Son vrai nom, c'est Rothschild. Le nom qui est commun, là, je vais le donner tout à l'heure quand ça va me revenir. Mais son vrai nom, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Rothschild. Et c'est lui qui a mis les pieds à l'étrier à De Gaulle par rapport aux Anglais. Et pour le départ à Londres. Tout à fait. Voilà. Donc maintenant, je reviens sur la question. Non, moi je pense que tout ce qui a été dit là est suffisant. Haïti et puis président Badakani. Je prends l'or du Mali. Si les gens sont capables de voler des lingots, de les faire passer par la douane, des canaux, oui, non. Dans les avions. Pas les canaux officiels. Oui. Mais on aura une émission d'ailleurs pour parler justement de ces transports des matières premières et dans les brousses. On a des images d'ailleurs qui nous viennent de la République démocratique du Congo, des aéroports qui se font d'ailleurs en plein cœur de la forêt. Des avions décollent d'ailleurs de lundi à lundi. On nous envoie d'ailleurs des images, j'en ai d'ailleurs des images qu'on nous envoie de la République démocratique du Congo, où des avions décollent chaque 5 minutes dans la forêt, en plein cœur de la forêt, sans visa, sans être justement... On connaît d'ailleurs le numéro de ces avions et la majeure partie de ces avions viennent des États-Unis d'Amérique. On dirait Pablo Escobar, quoi, qui faisait voler aussi des avions de cocaïne, air cocaïne. Voilà. Donc s'ils sont capables de faire ça par des canaux irréguliers, oui. Alors, est-ce que les comptes du franc CFA, quand on va les demander, sont justes? N'est-ce pas? Ils vont trafiquer encore plus. Hein? Donc c'est nous les perdants. Autre chose, toujours dans ce cirque-là. Pourquoi nous continuons, je vais que le cas de l'or là est excessif, pourquoi nous continuons, nous les Africains, même quand on n'assume pas, mais on est obligé, parce que quand ici disait tout à l'heure que nos grands-parents disaient messieurs, messieurs, moi mes grands-parents n'ont jamais dit messieurs, messieurs, hein. Mais je suis obligé d'assumer, parce que tu parles de l'Africain, oui, en général, on est solidaire, ok. Alors, donc quand, pour ce problème de l'or là, ok, pourquoi, révèle une chose, pourquoi nous laissons exploiter nos matières premières par des puissances étrangères? Qu'est-ce qu'il faut même faire d'ailleurs pour arrêter même justement cette exploitation? Sous-entendu, c'est qu'on ne pourrait pas le faire par nous-mêmes. Mais déjà, même si on ne pourrait pas le faire par nous-mêmes, quand tu ne gagnes rien, mais laisse ta chose là où elle est, plutôt que d'être perdant. Mais c'est le jour où tu sauras le faire, tu seras gagnant. Et en plus, tu vas le faire au moment où peut-être que ça sera épuisé ailleurs et tu seras encore plus gagnant.
Donc ça, c'est une chose. Ça, je réponds en premier. Mais non, Batou. Oui. Deuxième chose, c'est quoi? C'est que l'or, nous l'avons tout exploité. Et que la région de Sadio, là, les Maliens exploitent l'or eux-mêmes. Jusqu'à l'arrivée des Français, là. Oui. On a tout exploité l'or par nous-mêmes. Même quand on va au Congo, le coltan eux-mêmes exploitent ça par eux-mêmes. Donc déjà, ça fait tomber la thèse qu'on ne sait pas exploiter par nous-mêmes. Mais là, le niveau de gestion auquel il faut opérer, c'est vrai qu'on a une organisation, le président Badakane a incité cette organisation au niveau de l'État. Mais c'est à nous de... Là, il faut qu'on soit autonome, il faut qu'on soit libre. Mais si on sait le faire, on sait exploiter l'or. Donc c'est vrai pour les autres matières premières. Donc ça veut dire que désormais, nous ne devons plus laisser exploiter. Mais quand je dis ça, c'est un vieux pieux. Et là, maintenant, je chutais. Tu me permets? Allez-y. À moins que tu penses que je n'ai pas bien répondu à la question. Non, non, vous avez très bien répondu. Il y a deux choses. Je vais chuter sur deux choses. La première chose, c'est que nous avons une obligation morale d'arrêter de parler. Je vais à la suite du président Badakani. Nous devons maintenant, à la parole, adjoindre l'acte. Ce qu'on appelle Hou en Bassa. Hou, la parole active. Ça, c'est le mot Bassa. Bassa, je fais exprès, hein. Bassa, c'est Cameroun, non? Oui. Bon, mais en Égypte ancienne, le dieu de la parole, on sait bien que c'est la parole active, il s'appelle aussi Hou. Hein, comme ça, c'est un petit clin d'œil au niveau culturel. Oui. Maintenant, je reviens. Donc, il faut que notre parole soit active. C'est-à-dire que on ne doit même plus... Malheureusement, c'est vrai, nous avons des endocolons, mais nous ne devons même plus attendre. On doit s'organiser pour que, dans un délai rapide, la discussion là n'ait plus lieu en termes d'hypothèse, mais ait lieu en termes d'organisation, puisque notre liberté est déjà acquise. La liberté, tu es libre le jour où dans ta tête, tu sais que tu es libre. Ok? Mais non, moi je dis que nous, ici, là, nous sommes représentatifs de la population africaine. Ce sont les endocolons qui ne sont pas représentatifs. Donc, deuxième chute, c'est mon dernier point de chute. Oui. Moi, j'en viens au niveau du peuple. Le président a déjà eu des discussions. J'ai réfléchi. Au début, je ne comprenais pas. Mais j'ai vu quelque part, il y avait du... Il fallait peut-être mesurer un peu plus sa réflexion. Nos populations ne sont pas conséquentes. Je te l'avais dit. Surtout la classe dite moyenne. Je te l'avais dit. Je vais expliquer. Quand quelqu'un est capable de payer 3 000 francs à son enfant, certains payent 5 000 francs, 10 000 francs pour Douala Bercy. Allez écouter les humoristes ou les gens danser, chanter. C'est mieux que venir écouter Jean-Paul Mbele qui parle de science et qui va donner l'outil à leurs enfants pour devenir des super ingénieurs, des savants plus tard. Lorsqu'on demande à peine 2500 francs pour plus de 2 heures de cours de mathématiques et dans lequel ils ne sont même pas obligés de venir tous les jours, ils peuvent venir de temps en temps. Donc ils ne seront jamais libres. Là, j'interpelle notre population. Ils ne seront jamais libres. Et moi, je tiens à être libre. Parce que je parle de ma maquette. Si les gens ne bougent pas, seul, s'il le faut, je serai là. Merci beaucoup. Non, non, c'est pas fini. Oui. Je chute. Voilà. Je chute. Vous l'avez dit, allez-y. Je chute vraiment définitivement. Voilà. Donc je dis que si les gens veulent vraiment être libres, il faut qu'ils soient conséquents. En tout cas, il faut qu'ils soient des Africains dignes de ce nom. La parole, quand nous parlons la parole, on dit la parole est sacrée chez les Africains. Donc désormais, il ne faut pas qu'ils donnent de l'argent à des gens qui ne font pas avancer le pays et qui vont redonner ça aux colonisateurs par les circuits financiers. Il faut qu'ils donnent ça à des gens qui montrent qu'eux sont prêts à sacrifier le pays et qui l'ont fait. Je chute. J'ai chuté. Vous chutez. Vous l'avez fait. Permettez-moi, président Badakani, de terminer avec les messages de nos téléspectateurs. Bonjour, Didier, ce matin, faites attention aux mots. Pour la bête, il faut comprendre le sens contraire des mots. Et lorsqu'on se marie à sa grand-mère, les cellules de la pensée sont déséquilibrées et irrationnelles. C'est Enal qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire ce matin. Et encore Steve, avec cette preuve que le Mali puisse nous montrer qu'il ne considère réellement comme un État souverain aux yeux du monde en portant une plainte et demander à être dédommagé. C'est encore Félix Kalala Chimanga à partir de Luanda en Angola. Merci également à vous ce matin. Bonjour le panel, je viens de prendre le train en marche. Je suis de tout cœur avec le président Badakani. L'heure n'est plus à la modération, mais à l'action. Nous devons nous lever tout comme un seul homme pour combattre cet individu déréglé et toute la France qui cherche toujours moyen de continuer la colonisation de l'Afrique. Un petit pays comme la France qui parle fort, prend des décisions et cherche à contrôler tout un continent. Il faut rompre toute relation avec ce pays de merde. Je me demande si nos dirigeants sont vraiment conscients ou s'ils sont africains. Merci au président Badakani et tous ses copanélistes. Abdou Karim depuis Antananarivo, c'est à Madagascar.
Rapidement avec ça, je vous en prie, pouvez-vous me rassurer que vos émissions parviennent au président de la République du Cameroun, s'il vous plaît, c'est Félix. Oui, les émissions lui parviennent. Félix, ne vous inquiétez surtout pas pour ça. Il est au courant justement de cette émission de DBS ce matin. Ils sont d'ailleurs très nombreux, même les gouvernants, qui sont au courant. Suggestion, président Banakani sur l'ONU, y a-t-il moyen d'être formé par le président Banakani et peut-on entrer en contact avec lui? C'est Biagio depuis l'Italie. Vous pouvez entrer justement en contact avec moi et puis je vous donnerai justement le numéro du président Banakani pour entrer en contact avec lui. Bientôt Macron va être contre l'impérialisme comme Ouattara, le réveil panafricain est tangible et nos ennemis le craignent. Il faut donc continuer. Cette personne s'appelle Senga Imana depuis Liège, toujours du côté de la Belgique. Président Banakani, je suis de votre avis, rappelez nos ambassadeurs, c'est tout. Image de la douane malienne et les cartons des voleurs français, s'il vous plaît. Voilà. Et Enéan vient de nous couper le courant. Maman Messi nous fait savoir que, eh bien, Enéo vient de couper justement la lumière de son côté. Bonjour à vous sur le plateau. L'Afrique doit porter plainte à la France devant la CPI. Arsène de Docteur depuis PK10 dans l'ambassade, bien vouloir m'ajouter dans le groupe WhatsApp. Ce sera fait, j'espère. Machiavel qui nous écrit également, président, moi je suis derrière vous. Machiavel, dent pour dent, œil pour œil. On vous a compris également. Bonjour, la patate qui s'est laissée manger crue. Que tous les Africains deviennent le macabo. Là, quand la France reviendra pour manger, ils auront des démangeaisons qui finiront par les détruire. Élie du Nord, s'il vous plaît, ajoutez mon numéro dans votre groupe WhatsApp. Merci également à vous, on vous comprend parfaitement. Bonjour DBS matin, si on avait dit à la France que l'Afrique allait se réveiller, elle n'allait pas croire. Ça me rappelle le dicton, un blanc qui avait dit, je cite, quand l'Afrique se réveillera, ils nous l'enverront dormir. Et moi, je lui réponds, quand l'Afrique se réveillera, la France périra. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci beaucoup au président Banakani, à monsieur AAA, au docteur Mbelek. S'il vous plaît, intégrez-moi dans le forum. Merci encore et bonne journée. C'est Blaise depuis la cité SIC. Merci également à vous, Blaise, depuis la cité SIC. Bonjour, Didier, ce matin. Merci pour toutes les analyses. Beaucoup de courage à vous pour tout le travail, pour ce travail que vous vous donnez. Je vous assure, à cette allure, tout ira bien pour l'Afrique dans le temps à venir. S'il vous plaît, je souhaiterais que vous m'aidiez à intégrer dans le forum WhatsApp Fan Club DBS ce matin. Merci à vous tous. Longue vie. El Hadj Ahmadou depuis Yaoundé. Apparemment, quand on dit El Hadj, ça signifie que la personne est déjà partie au Hadj. Il a fait le pèlerinage. Il a fait le pèlerinage. Il a tourné autour de la pierre. Il a tourné autour de la pierre, d'accord. Bon, je dis, voilà la vérité. Il y a quelques semaines, je vous avais envoyé des photos dont on voyait les militaires français avec des chars dans un trou en train d'exploiter l'or. Et voilà, aujourd'hui, c'est confirmé. Et c'est la mission de l'opération Barkhane et autres au Mali. C'est Salifou Issoufou depuis Lomé au Togo. Bonjour Steve, pourquoi tu n'as pas lu mon message aujourd'hui? Je l'ai lu ton message aujourd'hui, Salifou. Ne vous inquiétez pas, vous qui nous suivez depuis le Togo. Je lis tous les messages, je suis encore en train de les lire. Bonjour grand frère Steve et aux brillants intervenants. Je salue le président Banakani. Apparemment, le président français commence à se plaindre de nos médias. C'est le début. On va couper la tête de la bête. On va l'arracher. Vive le Cameroun, vive le monde des humains. Patna Ken Jean Noé depuis Paris en France. Bonjour Steve, un soulèvement révolutionnaire des peuples africains plus que jamais nécessaire, mais un soulèvement sans les pro-français, sinon cette révolution sera étouffée dans l'œuf. Bonne continuation à vous. Merci également à vous. Bonjour à vous sur le plateau. Au moment où la France accuse la Russie de financer l'Afrique, l'armée malienne a arrêté ce week-end des militaires français avec des caisses d'or. Le déclin de ce petit pays a bien commencé. Joseph Loga depuis Douala. On vous comprend également. Bonjour à tous les invités sur le plateau d'NBS ce matin. Il n'y a pas d'amour entre les nations, il n'y a que les intérêts. Le problème de nos pays en Afrique, ce sont nos dirigeants qui ne sont pas assez charismatiques pour dire non aux pays occidentaux ou négocier les accords bilatéraux économiques gagnant-gagnant. Kagame est un exemple que nos dirigeants doivent suivre. Il a su dire non plusieurs fois à la France et la Belgique et il est le président le plus respecté de toute l'Afrique subsaharienne. Et nous constatons les résultats économiques sur son pays. C'est Alphonse depuis Yaoundé ce matin. D'autres messages rapidement. DBS matin, c'est ce qu'on peut avoir un contact du président, du professeur Banakani afin que nous fassions des suggestions. C'est Enal depuis la Côte d'Ivoire. Je vous l'ai dit, faites-moi signe, vous aurez son numéro. Salut DBS, comment vous allez? Je vous suis, mais je ne sais pas si c'est le direct ou la rédivision, pardon, je veux votre programme pour vous suivre en direct. Merci s'il vous plaît, c'est nécessaire pour moi. Je vous ai dit, vous êtes en direct actuellement, si vous nous écrivez, c'est que vous êtes en direct actuellement. C'est tous les matins de 7h à 9h, heure d'Afrique centrale. Il nous arrive justement
d'arriver à 9h30. 6h30 heure d'Afrique de l'Ouest. 6h, heure d'Afrique de l'Ouest. Donc de 6h à 8h, heure d'Afrique de l'Ouest. Et parfois jusqu'à 8h30, heure d'Afrique de l'Ouest, comme ce sera le cas justement ce matin. J'espère seulement que ce format pourra le garder jusqu'à 8h30. Mais bon, vous saurez, vous êtes en direct. Et maintenant, la rediffusion justement, chez vous là-bas, je pense que c'est à 22h. Heure d'Afrique de l'Ouest, donc vous pourrez nous avoir. Président Madakani, pour sortir rapidement de cette édition. Des gens nous ont demandé des propositions. Oui. Allons-y rapidement. Comment la France fait pour tenir l'Afrique? La France a des armes. Plus que 2 minutes, allons-y. La France a des églises. Elle a un pape. Il y a les mosquées. Il y a les instituts, des universités. La France a une classe politique et des alliances géopolitiques. Oui. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire simplement. Deuxièmement, pour démontrer à la société que la France est un pratique du racisme institutionnalisé, De Gaulle avait dit qu'il est normal que nous ayons en France des jaunes, des noirs, des rouges. Mais ils doivent toujours être minoritaires en France. Parce que les racines de la France sont gréco-romaines, sont gréco-latines et chrétiennes. Sont grecques, latines et chrétiennes. De Gaulle avait dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la politique institutionnelle française, c'est de s'assurer que tous ceux qui sont non français de souche soient minoritaires. Merci beaucoup. C'est un génocide. Ceux qui ont dit non en Afrique, je réponds à un téléspectateur, que c'est pas seulement de dire non. 1 minute. Sankara a dit non. Lumumba, Kadhafi, Gbagbo, on les a tués. Il est question aussi que les peuples sachent protéger les leurs, ceux qui disent non. Et là, je rejoins Mbele qui interpelle les populations. Je vous avais dit, professeur, les populations ne sont pas innocentes. Je vous l'avais dit. Je suis heureux que vous ayez retrouvé ça. Kagame n'est pas un exemple. Monsieur Kagame est parmi les ennemis du continent africain. Pour l'instant, il n'est pas seulement sur notre table. On va s'occuper de lui bientôt. C'est un ennemi du continent africain, Monsieur Kagame. Merci beaucoup, président Madakani. Docteur Jean-Paul Belair, vous nous disiez justement que celui qui s'appelait du Road Trade, c'est Georges Mandel. Georges Mandel. Ouais, justement, on vous comprend. Merci beaucoup d'avoir été là ce lundi matin pour cette édition de DBS Matin, la première du genre de cette semaine. Merci de m'avoir. On espère justement vous avoir au cours de la semaine. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, c'est que vous êtes disponible. Président Madakani, merci également d'avoir été là. Nous, forcément, on va se revoir. Hein. C'est vous mon patron, non? On se revoit forcément demain. Albert Anatola, ici, vous également se verra demain. Écoutez, la France est aux abois. Oui. La France est aux abois, ça il faut le noter. Et je pense que si nous maintenons la pression, parce que tout à l'heure j'ai indiqué qu'il y a les batailles que les dirigeants ne peuvent plus mener du fait de ce qui soit tenu par certains accords ou bien par certaines choses bizarres. Il appartient maintenant au peuple qui est le mandant de ces dirigeants de récupérer son mandat et d'engager la lutte de libération. La guerre. Et il y a également, président Madakani, quelqu'un qui nous écrivait sur Facebook ce matin pour nous dire qu'il faut qu'on affiche tous les noms des corrompus qui veulent voir Bolloré revenir au port. Mais un des moyens de faire la guerre à la France, c'est de ne plus aller en France. Vous pouvez avoir pour ennemi un pays qui vous tue et être fasciné par ce pays. Je suis désolé de le dire. C'est totalement vrai. Une des manières de combattre la France, c'est de ne pas aller en France. Qu'il y a quoi en France? Absolument rien. Madame, messieurs, c'est ici que... La France, qui n'a pas de mine d'or sur son sol, possède la 4e plus grande réserve d'or au monde, avec 2436 tonnes, d'une valeur d'environ 111,8 milliards de dollars. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.